Bonjour à tous. Aujourd'hui nous retrouvons Victor Dédage pour nous parler de l'affaire Assange. Donc Victor, tu es informaticien et journaliste citoyen. Donc tu es administrateur du site d'information alternative Le Grand Soir. Nous t'avons reçu récemment dans un café marxiste sur Cuba face au blocus états-unien. Mais aujourd'hui nous allons parler d'une autre de tes spécialités, l'affaire Assange, que tu suis de près depuis ses débuts en 2010. Tu es cofondateur du comité de défense de Julian Assange depuis quelques années et tu sillonnes la France pour nous ouvrir les yeux sur ce que signifie la persécution d'Assange pour notre droit à l'information, pour nos libertés fondamentales et plus généralement pour la justice et la démocratie. Donc aujourd'hui on a organisé cet entretien à l'occasion de la sortie du livre de Nils Melzer sur l'affaire Assange. Il a écrit ce livre qui revient un peu sur toute cette affaire qui est sorti en septembre 2022 aux éditions Critiques. Donc en fait, pour les personnes qui n'ont pas suivi de près l'affaire Assange, tout ce que vous croyez savoir sur cette affaire est probablement faux. Donc aujourd'hui, avec Victor, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. De l'aveu même de la CIA, Assange et Wikileaks ont porté donc à la CIA le plus grand coup de son histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils ont fait ? C'est ce qui leur a probablement valu d'ailleurs la haine des services de renseignement américains, qui sont connus pour être ceux qui freinent le plus pour tout abandon de charges contre Assange ou un aménagement des peines. Ça date de 2017, probablement. Et en 2017, un lanceur d'alerte, classiquement, ça commence par un lanceur d'alerte avec Wikileaks. Wikileaks, rappelons-le, ne hack pas, ne pirate pas. C'est pas eux qui vont pénétrer les systèmes, on leur offre. Et un lanceur d'alerte de la CIA leur a fourni un dossier que Wikileaks baptisera Vault 7, coffre-fort 7, qui est en fait la description des outils d'espionnage cybernétique de la CIA. En gros, c'est comment la CIA réussit à vous espionner à partir de votre téléphone portable même éteint. Comment la CIA réussit ou réussissait de vous espionner à partir de votre téléviseur, si c'est un téléviseur récent, même éteint. Et même, paraît-il, comment prendre le contrôle des voitures modernes dans le style, accélérer et tourner le volant contre un arbre si l'envie leur en prenait. C'est ces outils-là, d'ailleurs, qui leur servaient joyeusement à espionner les dirigeants occidentaux, le président français, le chancelier allemand, etc., etc. Mais ça, on doutait qu'ils existaient, mais on ne savait pas qu'ils existaient. C'est toujours pareil, hein, souvent on nous répond Wikileaks, ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont révélé ? D'abord, ils ont révélé des choses, mais aussi ils ont prouvé des choses qu'on supputait, ce qui est déjà important. D'accord ? À moi, par exemple, personne ne m'a révélé que les Américains mentaient dans ce qu'ils racontaient sur la guerre en Irak. Je les prends comme des menteurs, ils mentent comme des arracheurs des dents, et je les prends pour des menteurs professionnels. Donc, pour moi, toute déclaration d'un responsable politique américain est de facto un mensonge. Wikileaks, en ce qui me concerne, a apporté la preuve. Donc on supputait que la CIA pouvait le faire, à Wikileaks on apporte la preuve. Et je pense que c'est effectivement, comme tu l'as dit, que c'est le plus gros coup, et c'est pas nous qui l'affirmons, c'est le directeur de la CIA de l'époque, le plus gros coup jamais porté contre la CIA. Cela dit, il ne faut pas oublier non plus Philippe Hadji dans les années 70, qui a sorti un livre, ancien agent de la CIA, qui a travaillé, qui a été révolté par ce qu'il a vu et qui a sorti un bouquin qui a dénoncé les méthodes de la CIA et a même balancé pas mal de noms d'agents de la CIA, ce qui lui a valu lui aussi d'avoir un prix sur sa tête. Mais bon, c'est un beau coup que Wikileaks a porté contre la CIA, effectivement. Et alors comment ils ont fait ? Quel était leur modèle de fonctionnement ? Le modèle de fonctionnement de Wikileaks, il est unique, il n'y en a pas 36 000. Hein. C'est un site qui garantit l'anonymat des lanceurs d'alerte. Donc le personnage, la personne qui, à partir de son bureau ou de chez elle, va savoir, puisqu'une des caractéristiques de Wikileaks, c'est qu'on ne sait pas d'où la personne se connecte, on ne peut pas retracer la connexion, se connecte et transmet les données, transmet les fichiers qui lui semblent utiles. Derrière, il y a un travail de validation de la part de Wikileaks, parce que pas évident hein, de valider les documents transmis par des anonymes. D'authentification ? Oui, d'authentification, de savoir si c'est vrai ce qu'on nous raconte, si c'est quelqu'un qui essaie de nous ridiculiser, etc. Mais bon, jusqu'à présent, la méthode a fonctionné. En 10 ans de fonctionnement, ils n'ont jamais été pris à défaut. Donc tout simplement comme ça, ils ont décidé de balancer les documents sur
sur leur site. Alors que d'autres auraient probablement publié les bonnes feuilles ou des choses comme ça. Mais ça, c'est Wikileaks. Et donc ils avaient un réseau aussi dans beaucoup de pays du monde de spécialistes et de journalistes dans Alors, l'information. moi je me réfère à ce que Julian Assange raconte, parce que je ne les ai jamais vus et je ne sais pas si leurs identités sont réellement connues. Il dit dans un de ses livres qu'il y avait une centaine de journalistes, un réseau informel de bénévoles, chargés justement d'authentifier les documents selon leur domaine d'expertise respectif. C'est quand on connaît bien un sujet qu'on peut éventuellement analyser le contenu et dire ça c'est du vrai, ça c'est vrai. Donc il doit y avoir des spécialistes en outils. Bon, j'allais presque dire que s'il y a un spécialiste en outils de cyberespionnage, c'est Julian Assange lui-même, et les potes de Wikileaks, je suis pas sûr qu'ils aient eu besoin de journalistes pour savoir si ce qu'on leur présentait c'était bien ça ou pas. Mais ça c'est la méthode, en 2 étapes. D'abord, on reçoit les documents de façon anonyme, en garantissant l'anonymat à celui qui les fournit. 2, on valide, authentifie le document avant de le publier. Ensuite, on décide si ce document est vrai, on décide s'il présente un intérêt pour le public. Il y a toujours ce facteur-là qu'il faut toujours prendre en compte. Wikileaks n'a jamais balancé les documents comme ça au hasard, tout ce qu'on lui donnait pourvu que, etc. Pourvu que ça. Donc il y a 2 critères pour être publié. Il faut que ce soit vrai et que ça présente un intérêt pour le grand public. Ok. Est-ce que tu peux revenir sur le contexte historique et politique qui voit l'émergence de Wikileaks ? Le moment précis où Julian Assange décide de créer Wikileaks, apparemment, d'après les témoignages, c'est lorsqu'il constate que les grandes manifestations contre l'invasion imminente de l'Irak par les États-Unis n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est-à-dire que les plus grandes manifestations, je pense, enregistrées de l'histoire de l'humanité, des manifestations planétaires, n'ont rien donné, n'ont pas pu empêcher les guerres. Donc, lors d'une conversation retranscrite par un témoin de l'époque, en gros, si les manifestations ne suffisent pas pour arrêter les guerres, si les pétitions envers les politiciens ne suffisent pas à arrêter les guerres, qu'est-ce qui nous reste ? Et en réfléchissant, il dit, ce qui nous reste, c'est la vérité. Parce que les mensonges servant de déclencheurs des guerres, les guerres sont basées sur des mensonges, et Dieu sait si les mensonges nous ont été servis, pour ces guerres-là en particulier, eh bien, il part de l'idée que la paix peut être préservée par la vérité, tout simplement. C'est-à-dire faire l'inverse. Mais pour que la vérité puisse surgir, il fallait d'abord protéger les 10 heures de vérité. Hein, on se fait rarement punir, quand on est enfant, mais adulte, on se fait rarement punir pour avoir mentir, apparemment, dans le monde moderne. Et aussi, c'est dans le lendemain, dans la sillage des événements du 11 septembre, tout ça a une logique. C'est-à-dire que les mensonges en question que Julian Assange et des millions de gens d'ailleurs constatés n'ont pas surgi de nulle part. Je ne dis pas qu'ils n'existaient pas avant, mais ils ont quand même été amplifiés par les fameux attentats du 11 septembre. Ce qui est pour moi le date de départ lorsqu'on raconte l'affaire Wikileaks, parce que c'est l'onde de choc du météorite qui est tombé sur la géopolitique française, et l'onde de choc s'est propagée, et c'est cette onde de choc-là dont on entend encore les échos aujourd'hui, les effets, et c'est ça, contre ça que Wikileaks. Alors les effets, lesquels sont-ils ? Moi j'en avais repéré de façon intuitive 4. Il se pourrait qu'il y en ait d'autres. Hein. Le premier effet, c'est une explosion des services de renseignement. Alors parfois je dis services de sécurité, armée et police. Police, ça se voit peut-être moins, mais armée et services de renseignement, ah oui, ça se voit. Une explosion en termes d'hommes et en termes de prérogatives, c'est-à-dire en termes de pouvoir, au nom de la nouvelle guerre contre le terrorisme, déclarée mondialement par presque tous les États de la planète. Les services de renseignement avaient un petit peu le rôle prépondérant pour nous sauver. Donc on leur accordait, on votait des lois, des pouvoirs, des pleins pouvoirs parfois, jusqu'au pouvoir de kidnapper des gens et de les mettre dans des prisons sans procès, sans avocat, sans rien. Et il y en a eu des dizaines de milliers, paraît-il, dans des trous noirs. Ensuite, il y a eu la propension des États et des pouvoirs en général, toujours comme excuse de la lutte pour la sécurité, alors contre le terrorisme ou pour des raisons de sécurité nationale,
d'agir dans l'opacité. Ça, c'est une caractéristique qui devient de plus en plus généralisée. Alors, je ne dis pas que tous les pouvoirs étaient transparents avant, mais cette fois-ci, l'opacité est revendiquée. C'est-à-dire que c'est devenu une mode de gouvernance. À titre d'exemple, je prends toujours le même parce que c'est le plus proche, mais je crois qu'on pourrait le remettre à jour. Quand le président de la République se réunit dans un conseil de guerre tous les mardis pour combattre un virus. Enfin, c'est une question de santé. J'ai toujours pas compris, j'ai toujours pas trouvé une seule personne qui m'explique le pourquoi du comment se réunir en conseil de guerre, à moins d'avoir quelque chose à se reprocher, mais c'est même pas certain. Je pense que c'est maintenant une sorte de pli intellectuel qui est pris. On va se réunir pour prendre des grandes décisions, donc il me semble que les grandes décisions doivent se prendre plutôt en public et plutôt avec le débat que comme ça. On a vu aussi encore plus récemment le président de la République française, pour garder un exemple local, si je ne m'abuse, si j'ai bien suivi les informations, qui s'est réuni avec une dizaine de rédacteurs en chef des grands médias à huis clos. Qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire à huis clos? Pourquoi ils se sont rencontrés à huis clos? Pourquoi les journalistes ont accepté que ce soit un huis clos? C'est pour donner des consignes? C'est pour parler de la pluie et du beau temps? C'est quoi exactement? Cette propension est devenue de plus en plus générale et revendiquée, on dirait que c'est normal. Donc, l'opacité des pouvoirs. Donc, renforcement des pouvoirs des services de renseignement et de la police et de l'armée. Opacité du pouvoir. Ensuite, on a l'absence de compte à rendre, c'est-à-dire l'impunité. L'impunité devient une règle aussi. Et bon, ça n'a pas commencé non plus, mais quand même, les attentats du 11 septembre 2001, la plus grande faillite de sécurité de l'histoire des États-Unis, n'a pas donné lieu à une seule punition. T'imagines ? N'a pas donné, alors qu'il y a eu des gens qui ont admis avoir menti plus tard, pour les guerres par exemple, les gens qui ont admis avoir menti, ou qu'on a prouvé qu'ils ont menti pour la guerre, il leur est rien arrivé, ils sont toujours en train de se balader, etc. Pour une guerre, c'est ce qui est une des choses les plus graves qu'on puisse commettre, c'est de provoquer une guerre non déclarée. Donc l'impunité devient la règle en fait, et de plus en plus difficile, les criminels de guerre, on en parle beaucoup, ouais, c'est payé, etc. Mais quand il s'agit de choper les vrais criminels de guerre et leur faire payer, on a vu Balthazar Garçon tenter avec Pinochet à Londres. Résultat des courses, les Anglais ils ont laissé repartir Pinochet après avoir reçu et traité comme un roi dans un palais, dans un hôtel 4 étoiles à Londres. On reviendra sur des parallèles et les comparaisons avec l'affaire Pinochet. Et enfin, le quatrième phénomène, c'était le journalisme embarqué. Ce journalisme qui ne faisait même plus semblant, qui tombait le masque et devenait le pourvoyeur, le convoyeur des propagandes pro-guerre planétaires. Je me souviens ils montraient des plans d'Al-Qaïda dans les montagnes d'Afghanistan, des bases souterraines de plusieurs étages avec des ascenseurs et tout. Il manquait plus que le plateau lance-missiles. C'était complètement inventé. Al-Qaïda n'avait rien de tel, mais des villes, comme un vilain d'un film de James Bond, tu sais, ou le repère de Batman. Il vient en russe. Ouais, c'est que tu voyais des plans sophistiqués, des trucs ils racontaient que l'Irak avait la 4e armée du monde, histoire de dire qu'on s'attaque à un vrai ennemi, en fait c'était une armée de carton. Ils nous ont raconté que le Mollah Omar et Ben Laden s'étaient enfuis de Kandahar, entourés par les soldats américains. Les 2 hommes les plus recherchés au monde s'étaient enfuis en mobilette à travers le désert afghan. Si on reprenait chronologiquement ce qui se racontait à l'époque, je crois qu'aujourd'hui, même la jeune n'en croirait pas leurs yeux ou leurs oreilles. Tellement c'en était absurde. Et le comportement des journalistes, moi je me souviens des journalistes américains qui étaient aux avant-postes de cette campagne, qui s'extasiaient de la beauté des missiles qui décollaient des bateaux américains en direction de Bagdad. Qu'il y avait de la poésie. Je rappelle que Bagdad a été rasé, parce que les Américains font des guerres comme ça, et toutes les infrastructures de l'Irak ont été démolies en quelques jours. Ouais. Donc voilà le phénomène de base. Devant ce constat, et ce qu'on appellerait les ingrédients du cocktail, le cocktail parfait pour la catastrophe, c'est-à-dire plus de pouvoir, plus d'opacité, moins de comptes à rendre, et plus de contre-pouvoir dans la presse. Donc en gros, tu es dans une situation où tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de cacher ce que tu fais,
tu ne seras pas puni pour ce que tu fais et il n'y aura personne pour te le reprocher. Donc c'est le cocktail parfait pour tous les abus. Et c'est ce constat-là que fait Julian Assange pour dire il y a un truc qui ne va pas. Donc on va compter sur les héros anonymes des temps modernes. Il y en a forcément, statistiquement, la probabilité joue en ma faveur, dit-il. Plus ces services deviennent larges, et plus la probabilité qu'il y ait des lanceurs d'alerte s'accroît. En gros, il explique qu'ils sont en train d'embaucher les auteurs ou les graines de leur propre chute, quoi, de leur propre déchéance. Il est un petit peu optimiste. Et donc, il va créer Wikileaks, comptant sur le côté anonymat. Alors, l'anonymité garantie, on ne peut pas choper les lanceurs d'alerte, ça c'est déjà pas mal. Le fait qu'on ne puisse pas les choper, ça leur donne plus de courage. Parce qu'avant Wikileaks, un lanceur d'alerte était fondamentalement un martyr. Soit il perdait sa carrière, c'est le meilleur des cas, soit il perdait sa vie, ça c'est le pire des cas. Avec l'anonymat, il peut non seulement trouver en lui-même le courage de dénoncer, mais il peut aussi continuer à le faire. Puisqu'il ne peut pas être attrapé. Ce qui fait que, et j'insiste là-dessus, et je le dis à chaque fois, ça fait des années que je le répète, s'il n'y a qu'une phrase à retenir de l'histoire de Wikileaks, si vous deviez oublier tout, gardez celle-ci, c'est que ce modèle que Julian Assange propose et qui débaroule sur la scène internationale, qui a l'air simple, et qui est simple dans son principe, hyper compliqué sur le plan technique, eh bien ce modèle-là présente un danger existentiel pour tous les pouvoirs corrompus. Et il y en a encore parfois qui me regardent comme ça en clignant des yeux et qui se disent mais je comprends pas. Donc je répète, un site qui garantit l'anonymat des gens qui sont au courant de crimes, qui peuvent les révéler, qu'on garantit l'authenticité du document et on ne sait pas qui l'a fait, qui a révélé le document, eh bien plus personne n'est à l'abri de quelqu'un à l'intérieur de son organisme, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit les services secrets, que ce soit une entreprise ou une administration qui, devant un crime ou un délit, décide de le révéler au grand public. Et Wikileaks s'en charge. Preuve à l'appui. Preuve venant de l'intérieur du système. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les accusations ne sont pas portées depuis l'extérieur vers l'entité. Parce que moi, je peux toujours dire, l'armée américaine a fait des crimes de guerre. Ouais, bon, c'est ton anti-américanisme primaire qui te fait parler. Non, c'est les documents même de l'armée américaine. Le plus drôle, c'est que les crimes en question sont des crimes, non pas selon ma jugeote, parce que peut-être qu'on n'a pas la même opinion sur ce qu'est un crime de guerre, mais ce sont des crimes de guerre, y compris selon la détermination de l'armée américaine. C'est-à-dire que c'est là où tu dis, j'ai un problème de corruption. Parce que si nous n'avions pas la définition d'un même crime de guerre, ça se deviendrait un jugement de valeur. Mais ce sont des crimes de guerre, y compris reconnus comme tels par l'armée américaine, puisqu'on parle de celle-là. Et c'est là que la corruption du système intervient, d'accord ? Si tu n'avais et moi n'avions pas la même définition, je dirais que c'est un crime, et tu dirais non, pas dans mes règles à moi, c'est pas un crime. Donc, on serait pas d'accord, je pourrais te critiquer, mais je pourrais pas parler de corruption. On n'a pas le même point de vue. C'est raconter de l'intérieur, en fait. Voilà. Alors, c'est raconter de l'intérieur. C'est l'administration. Et parce que le système ne peut pas s'auto-corriger, parce que des crimes commis, ok, mais s'il y avait eu les comptes à rendre, les fameux comptes à rendre qui disparaissent, si les gens avaient eu des comptes à rendre, parce qu'ils avaient commis des crimes, non pas selon l'opinion de Julian Assange, mais bien selon l'opinion de l'armée américaine elle-même, le constat, il est que l'armée américaine, cette institution la plus puissante de la planète, n'a pas voulu, su, elle-même, tenir ses soldats en rang. C'est là où il y a la corruption. Parce qu'il n'y avait pas de compte à rendre, parce qu'il n'y avait pas de machin, parce qu'il n'y avait pas de compte pouvoir, parce que tout le monde, etc. Donc d'un seul coup, le système devient, et les crimes se démultiplient. Ça va tout révéler au grand jour. En parlant justement de ces guerres, de ces crimes, ou de tortures qui ont pu être commises par l'armée américaine, mais aussi par plein d'autres institutions corrompues dans le monde. On parle de l'armée américaine parce que c'est l'exemple le plus facile et le plus illustratif. C'est les principaux. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'Assange a permis de révéler, par exemple, comme crime, comme guerre, comme... Écoute, les tortures à Abu Ghraib déjà, le manuel de torture de Guantanamo,
Ça, c'est pour les cochonneries. Les outils cybernetiques de la CIA. Les emails d'Hillary Clinton, j'aime beaucoup personnellement, et je le remercie de l'avoir fait, parce qu'on reviendra dessus peut-être. Moi, personnellement, j'oublie pas que une des grandes campagnes qu'il y a eu en France, les accords commerciaux transatlantiques, transpacifiques. On était dans une situation où on ne savait pas, nous ne savions pas, que nos gouvernants, dans le cadre de l'opacité assumée, étaient en train de négocier des énormes contrats, accords commerciaux, libéraux évidemment. Donc là, tu parles du TAFTA, par exemple? TAFTA, TCPP, TCP, il y a des initiales, je m'en souviens plus, mais je me souviens que des accords de libre-échange, des accords de libre-échange transpacifiques, transatlantiques. C'est Wikileaks qui les a révélés, les pages de ces documents-là. Je veux dire qu'il faut leur rendre un certain hommage, sinon on n'aurait pas su ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y avait aussi l'AMI, un accord sur la propriété intellectuelle qui allait tuer la notion même de propriété intellectuelle, parce que pour les Américains, il n'y a pas de propriété intellectuelle si c'est pas la leur, en gros. Tu parlais aussi tout à l'heure de déversement illégal de déchets toxiques. C'est même des choses comme ça contre l'environnement qui ont pu être révélées. En fait, sur 10 millions de documents, il faudrait passer du temps dessus et les gens se mémorisent ceux qui portent sur des sujets qui les intéressent le plus. Donc moi, la géopolitique, les États-Unis, etc. Mais effectivement, déversement, le comportement de certaines compagnies pétrolières, de déversement toxique qui avait été gardé secret. Il a fallu que Wikileaks arrive pour prouver que c'est bien bon, je ne vais pas citer le nom de la compagnie, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Chevron, hein, je l'ai cité quand même. Avait effectué dans l'Amazonie, je crois que c'était. Donc il y avait aussi dans l'Afrique de l'Ouest, il me semble, dans les enclaves pétrolières de l'Afrique de l'Ouest. Ben, ils ont déclenché des révolutions de couleurs. Je veux dire, c'était une révélation de Wikileaks, des Cable Gates, qui a fait que la Tunisie a eu sa révolution de jasmin. Alors, on peut penser que le résultat n'était pas celui qu'on espérait. N'empêche que l'impact de Wikileaks s'est fait ressentir à travers le monde comme aucun média jusqu'à présent. Cela dit, on leur colle aussi beaucoup de fausses fake révélations et de légendes urbaines autour de Wikileaks. Alors ça, il faut se méfier comme de la peste. Comme c'est des gens qui aujourd'hui, depuis des années, notamment Assange, sont bâillonnés. Et quand ils sont pas bâillonnés, ils sont simplement ignorés. On les interviewe pas, on leur pose pas de questions, on les demande pas comment ça va. Donc on n'est pas forcément au courant, mais il y a beaucoup maintenant du coup de légendes urbaines qui circulent autour de Wikileaks. Il faut se méfier. Il y a la légende urbaine par exemple qui dit que Wikileaks a balancé des documents en vrac sur Internet en révélant les noms. Alors ça c'est une légende urbaine qui circule dans la presse assez couramment, dont les origines viennent probablement du département d'État des États-Unis, mais à 2 reprises lors de procès on leur a demandé de donner des exemples. Si c'était vrai, ils ont été incapables de donner un seul exemple, mais ce qui n'empêche pas les journalistes de continuer. On les a accusés, par exemple, d'avoir balancé le Pizzagate, une théorie du complot, alors complot ou pas selon quel côté, mais une histoire de réseau pédophile aux États-Unis qui tournait autour d'une pizzeria. Ça n'a rien à voir avec Wikileaks. J'ai lu aussi récemment un journaliste reprocher à Wikileaks d'avoir révélé le nom d'un homosexuel saoudien, ce qui a valu d'être arrêté. Bon, 5 minutes de recherche et tu découvres qu'en fait c'est exactement le contraire. L'homosexuel a été arrêté et Wikileaks a révélé son nom et a annoncé son arrestation. Lenin Moreno, le président de l'Équateur qui a fait expulser Assange de l'ambassade, juste avant, peu de temps avant l'expulsion d'Assange, un des arguments qu'il a employé, à part l'argument d'avoir accusé Assange d'étaler ses excréments sur les murs de l'ambassade, un des reproches qu'il a fait à Assange, c'est qu'Assange a révélé des documents prouvant la corruption du système Moreno. Du style, on l'héberge dans notre ambassade, il s'en prend à nous. Le problème, c'est que c'est pas Wikileaks qui l'a publié ça. Wikileaks a simplement pointé du doigt et le lien vers une grosse fuite qui a eu lieu en Équateur. Et à contrario, ou encore pire, j'ai vu des vidéos sur Internet qui
utiliser l'argument Wikileaks pour dire que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune, enfin, ça part dans toutes les directions maintenant. Wikileaks est devenu, dans certains milieux, une sorte de attrape-tout. Donc il faut ramener les choses à leur juste mesure. Wikileaks est une organisation de journalistes, c'est une organisation de journalistes le plus primé du XXIe siècle, donc c'est pas pour rien qu'ils ont eu ces prix-là. C'est pas une organisation de hackers, c'est pas une organisation de pirates, c'est pas une organisation secrète. Le fait que vous ne connaissiez qu'Assange, adressez-vous aux médias, il n'y a pas qu'Assange. C'est une maison d'édition qui est basée à Reykjavik, qui a pignon sur rue, ce sont des héros là-bas, et qui est déclarée comme une entreprise de presse, point barre, et qui ont un site que Julian Assange a voulu appeler Wikileaks. Voilà, il n'y a rien de mystère, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de truc. Et ils s'en sont pris à l'inventeur, si tu veux, à la figure de proue de ce système. Et justement, du coup, donc, tu nous as bien expliqué en quoi Wikileaks était une menace pour les puissants. Existentielle. Une menace existentielle, parce qu'il révèle les rouages de ce système. Il y a des phrases comme ça, j'ai pesé chaque mot, et donc si tu en enlèves un, la balance s'effondre. Qu'il ait représenté une menace, une fourmi peut représenter une menace pour un soldat dans le désert irakien. La question, c'est le degré de menace. Donc dire que ça représente une menace, ça me fait ni chaud ni froid. J'insiste. Et eu égard aux moyens mis en œuvre, j'ai raison. Je revendique d'avoir raison. Une menace existentielle. Avant même que Wikileaks soit connu sur la scène publique, dès 2007, le Pentagone avait déjà commandité une enquête pour mesurer la dangerosité de Wikileaks. Wikileaks venait à peine de créer. C'est qu'il y a des gens intelligents chez ces... Eux, ils ont tout de suite vu qu'il y avait... Et nous, on était là, ouais, des fuites, des machins, un sorte de canard enchaîné, puissance 10, c'était que ça. Tu parles, Charles, ça n'avait rien à voir. Ils ont tout de suite senti le danger, quoi. Ils ont tout de suite flairé le danger, et ils n'ont pas tout de suite compris jusque danger. C'est quand ils l'ont vu la machinerie se mettre en route, le moteur Wikileaks commençait à tourner, non pas une fuite par-ci par-là qu'on arrive à étouffer comme ça avec un peu de... mais des centaines de milliers de documents, et non pas une fois tous les 10 ans comme le consortium de journalisme d'investigation, là, les rigolos là, du Panama Papers, mais toutes les semaines, tous les mois, chaque fois. Pourquoi croyez-vous que la presse a arrêté de parler des fuites de Wikileaks? Les gens me demandent, est-ce que Wikileaks existe encore? Mais enfin, après 2010, Wikileaks a publié enfin, celles qui m'intéressent le plus, les fameux Vault 7 et les emails d'Hillary Clinton, mais ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Donc, menace existentielle, s'il te plaît. Tu peux choisir un autre mot, mais il ne faut pas, tu peux pas dire que menace. Ça ne suffit pas. Parce que moi, je suis une menace envers les États-Unis, avec mon petit poing vengeur comme ça que je secoue sous leur nez. Mais elle est tellement petite, la menace, qu'il... Ce que tu expliques bien, c'est que globalement, les États-Unis et d'autres ont tout de suite compris le danger. Ça, oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait assez rapidement? Ils se sont organisés pour... Parce qu'en 2010, Assange, c'était vraiment une star, quoi. Enfin, tout le monde, il était primé. Il était l'homme de l'année par le plus grand magazine hebdomadaire américain Time, il était l'homme de l'année pour le quotidien Le Monde, bref, c'était une rockstar et tout le monde ne parlait que de ça, des fuites, des machins, des trucs, parce qu'il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, les Cable Gates, tout ça grâce d'ailleurs au soldat Bradley Manning, devenu Chelsea Manning. Et tous les grands médias ont utilisé... Tous les grands médias, bien sûr. D'abord, ça leur faisait une source gratuite, parce que Wikileaks, d'abord, on a oublié de préciser que c'était gratuit, tout. Par contre, l'information récupérée par les grands médias et qu'ils vendaient n'était pas gratuite. Donc, eux, ils se sont fait beaucoup d'argent sur les plus grands scoops jamais réalisés. Ils ont écrit des bouquins, ils ont fait des films, ils n'ont jamais rien reversé, bien sûr, à Wikileaks. Donc tout de suite, en fait, d'abord, Julian Assange, submergé par le nombre de pièces de documents, parce qu'il avait beau être préparé, on ne s'attendait pas à recevoir, en gros, en moyenne, tout cumulé, on va dire, comme ça, pour avoir un chiffre, 500 000 pages à lire, ça fait beaucoup de volume, ça, qui avait les vrais enjeux. Wikileaks était encore une jeune organisation, donc qui propose à la presse internationale une collaboration. Aidez-moi à filtrer, à choisir les documents qui devraient être présentés au public,
Dites-moi ce que vous en pensez. La structure de Wikileaks n'y suffit pas. Donc la presse internationale et institutionnelle décide, s'accorde, flairant la source de pognon, je pense, se précipite et se réunit à Londres, au siège du Guardian, pour former un pool de journalistes qui effectivement, alors là, il y en a beaucoup qui racontent des tensions parce que les méthodes de travail de Julian Assange ne correspondaient pas aux intérêts de la grande presse, par exemple. Et contrairement à la légende, Julian Assange était très attentif à ne pas mettre des vies en danger. L'objectif de Wikileaks, c'était pas de balancer des noms, c'était de balancer des anomalies sur un système, dénoncer éventuellement un système. Et donc lui, il tenait absolument à ce que chaque document publié fasse l'objet d'une rédaction, contrôle, etc. Il avait même écrit un programme qui est super intelligent d'ailleurs, j'ai trouvé l'idée, c'est les idées bêtes, les idées simples, pardon, pas bêtes, les idées simples qui sont souvent les plus efficaces comme ça. C'est comment tu fais pour rédiger 90 000 documents sur la guerre en Irak pour éviter qu'il y ait des noms qui soient balancés dans la nature. Je sais pas moi. Et en fait, lui, il a eu l'idée, d'abord je vais commencer par demander à un programme de supprimer ou de cacher tous les mots qui ne figurent pas dans un dictionnaire en anglais. Donc c'est des mots arabes. Probablement, puisqu'il s'agit de l'Irak. Donc c'est déjà probablement des noms. Et ensuite, parce que ça suffit pas. Parce que si tu dis un tel, t'as barré son nom, virgule, maire de Bagdad, virgule, t'as pas besoin de son nom, tu sais qui c'est. Donc en plus, d'effacer toute référence à un bâtiment officiel, pour éviter de retrouver le poste des gens. C'est tellement vrai qu'en juillet 2011, il y a un article, et c'est ça qui est, toi, l'Internet n'oublie pas, et l'ordre chronologique. Dans des affaires complexes, il faut toujours reprendre. L'ordre chronologique ne ment pas. 11 juillet 2011. Un article de Julian Assange qu'on trouve dans le Sydney Morning Herald, le grand quotidien australien, à l'époque où il avait encore le droit d'écrire dedans, où Julian Assange est en train d'expliquer et de se plaindre du comportement de ce pool de presse qui pousse à la roue, qui cherche à avoir le scoop. Autrement dit, qu'ils se font une concurrence autour de lui, alors lui, il pensait qu'on allait faire un travail collaboratif. Et en fait, c'est parti en vrille, parce que les mecs collaboraient rien du tout. Le New York Times voulait sortir avant le Spiegel, qui voulait sortir avant El País, qui voulait sortir avant, etc. Et chacun avait sa façon de faire, chacun avait sa façon de voir. Et Julian Assange ne répondant pas, n'oublie pas que le service était gratuit, parce qu'en plus, les mecs, il faut qu'ils soient gonflés pour... Et donc, il fait un article où il proteste, il les engueule, et j'oublierai jamais, il les traite comme, on dirait, des enfants dans une cour de récréation. Il les remet à leur place, c'est pas comme ça qu'on travaille, on ne balance pas des documents comme ça dans le public, il y a des vies qui sont en jeu, qui pourraient être en jeu, etc., etc. Voilà la vraie histoire, que les journalistes les réécrivent après. Ah, ça c'est l'histoire dans l'histoire de Wikileaks, le rôle des médias. Il ne faudrait pas l'oublier, même si demain on m'a annoncé que Julian Assange était libre. Je ferai d'abord la fête, je féliciterai sa famille et ses amis, je remercierai tout le groupe de solidarité, et ensuite j'essaierai de tous vous convaincre maintenant de vous pencher sur le rôle de la presse dans l'affaire Assange. Parce que c'est extrêmement révélateur, extrêmement embarrassant, et pas très optimiste pour l'avenir, soit dit en passant. Et quelle a été la stratégie des États-Unis en lien avec d'autres pays pour justement faire taire Assange ? Et pourquoi ? Alors, quel était leur enjeu de le faire taire ? Il est coutume de dire que, un peu à Niels Melzer d'ailleurs qui le dit, il n'a jamais vu 4 puissances s'en prendre à un individu. Qui sont les 4 puissances dont il parle ? La Suède, avec leur accusation de problèmes de délits sexuels ou crimes sexuels bidons. La Grande-Bretagne qui a servi de courroie de transmission de la demande d'extradition des États-Unis, l'Équateur qui a expulsé et les États-Unis. Mais le problème, c'est que pour moi, il y a un 5e interlocuteur, ici, dans ce 5e acteur dans cette affaire primordiale, à la limite. C'est la presse. Donc comment les États-Unis ont fait ? Je vais te dire, ils avaient un plan. Et on pourrait parler du plan, mais le plan n'aurait jamais réussi s'il n'y avait pas la complicité de la grande presse.
D'accord? Parce que toutes les anomalies qu'ils ont concoctées, tous les mensonges qu'ils ont faits, les fameuses enquêtes, la fameuse délit affaires sexuelles suédoises, auraient pu être démontés très facilement si un seul journaliste s'était penché sur la question et allé voir ce qui s'est passé réellement. Il aurait compris que le vrai délinquant dans cette affaire, c'est la procureure Mariani, qui a fait des faux en écriture, qui a monté toute cette affaire avec la bienveillance de la presse qui ne s'est pas posé plus de questions que ça. Donc comment ils l'ont fait? Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ça c'est sûr, mais comment ils ont réussi? Ah ça, maintenant il faut demander à la presse. Comment avez-vous réussi à faire oublier, à faire tomber dans un trou noir médiatique le journaliste le plus primé du XXIe siècle, le rockstar du XXIe siècle, le mec qui a inventé le journalisme 2.0, qui a été une menace existentielle? Comment vous avez réussi à l'oublier? Comment vous avez réussi à ne pas remarquer qu'un journaliste est enfermé dans une prison de haute sécurité en préventif? Ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. En dehors de toutes les opinions, et qu'on soit d'accord pas avec mon analyse, avec moi, avec mon analyse sur l'affaire Assange, force est de constater, la partie non débattable, c'est qu'il y a un journaliste dans une prison de haute sécurité à Londres, en isolement, en préventif, depuis 4 ans. Toutes les conditions-là, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Occident. On n'a jamais mis quelqu'un en préventif dans une prison de haute sécurité. Je sais qu'il y en a peut-être des fact-checkers qui vont dire, oui, il y a eu un exemple, un mec qui est resté 6 mois. Ok. Un journaliste. Et ça les dérange pas plus que ça. Ça leur met pas la puce à l'oreille que ça. Ce simple fait, ça, s'ils étaient des vrais journalistes, parce que le journalisme c'est aussi flairer un peu les trucs qui vont pas, voir s'il y a une ficelle à tirer, voir s'il y a quelque chose derrière. Là, non. Non. Ça les choque pas. Donc moi je dis, et j'insiste là-dessus, parce que les États-Unis, c'est un peu comme la blague du scorpion qui veut traverser la rivière sur le dos de je sais plus qu'animal et qui promet de ne pas le piquer. Et au milieu de la rivière, le scorpion pique l'animal, puis ils coulent tous les deux. Et l'animal dit, mais pourquoi tu m'as piqué? Le scorpion dit, parce que je suis un scorpion. Tu vas pas demander aux États-Unis de respecter le droit international. C'est absurde. Tu vas pas demander aux États-Unis de respecter la liberté d'expression, le droit de savoir. C'est pas à eux, donc ils font ce qu'ils ont à faire. Ils voient une menace existentielle, ils mettent les moyens. Ils font un groupe de 120 agents pour traquer Julian Assange et Wikileaks. C'est plus que pour traquer Ben Laden, paraît-il. Hein. Tout le reste, le faux scandale, le faux mandat d'arrêt d'Mariani, l'arrestation complètement illégale de Julian Assange, tellement illégale que les Anglais ont dû changer la loi pour pas que ça se reproduise. D'accord? La fausse demande d'extradition, qui n'est pas une vraie demande d'extradition, on peut revenir dessus. Tout ça n'est possible que parce que les médias sont complices, c'est parce que les gens le croient. Le premier coupable dans l'affaire Assange, c'est les médias. Ils ont contribué à le démolir, à salir sa réputation. Ils ont contribué, ils ont en été. Ben, qui a démoli la réputation d'Assange? C'est pas Blinken ou je sais pas quel responsable politique américain. Il y a bien eu des articles. Il y a bien eu les faux articles du Guardian, de Luke Harding, qui parlait que Assange a reçu la visite de Paul Manafort, le directeur de campagne d'Assange. On sait que c'est un article bidon, accompagné de plusieurs Russes. Il l'a publié en novembre 2018. Et c'est pas n'importe qui, Luke Harding. Luke Harding, c'est le rédacteur en chef du département investigation du Guardian. C'est pas n'importe qui. C'est pas je sais pas qui du gouvernement américain qui a accusé Assange d'être un étron. L'a écrit. C'est pas toutes les campagnes de dénigrement, toutes les campagnes qui l'ont traité de narcissique ou Dieu sait quoi, il aurait eu mauvais caractère. T'imagines, le mec, il est poursuivi par 12 services de renseignement américains, 120 agents. Ben, c'est pas la fête tous les jours avec lui. Ben non. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, mets-toi dans sa position et regardons combien de temps tu tiendrais, etc. Tous les mensonges, toutes les raisons d'être, de faire que l'opinion publique se désintéresse de l'affaire, parce que c'est ça l'objectif numéro 1, number one de l'affaire, c'était ça, la campagne qui était prévue, c'est ça où ils ont échoué. C'est peut-être pour ça qu'ils hésitent, là on dirait qu'ils sont dans une... L'objectif de la campagne, c'était pas de dénigrer Assange, c'était qu'on l'oublie. Commençons par le dénigrement pour ce qu'on s'en désintéresse, et ensuite... Et un jour, le mec, ils allaient simplement le mettre dans un avion, l'emmener dans un supermax américain où il aurait passé le reste de sa vie, et les gens auraient dit, quel Wikileaks, quel Julian Assange.
Eh bien, ça, c'est raté. Ça, c'est raté. Il n'est pas aussi connu qu'on aimerait qu'il soit connu, mais je veux dire, l'alignement des ONG qui le défendent, qui est incroyable, tous les ONG le défendent, hein, il n'est pas seul, Assange. Il ne faut pas comprendre de travers ce que je dis. Il n'est pas seul, mais il a été isolé de toutes ces ONG, de tous ces syndicats de journalistes, de tout ce que tu peux compter comme défenseur de liberté des droits de l'homme et de la liberté d'expression, c'est phénoménal, le soutiennent. Et il y a un mur, pas de verre, non, un mur comme ça, entre ça, ce qui se passe, 7 chefs d'État, des milliers de journalistes ont signé les pétitions, des centaines de parlementaires à travers le monde le soutiennent, et vous n'en saurez rien. Il y a un mur. Des prix Nobel de la paix, il a été nominé 9 fois, enfin bref, on pourrait aller pendant des heures. Mais l'opinion publique, qui c'est Assange? Et l'objectif, c'est aussi de criminaliser le journalisme d'investigation. Ça se fait maintenant, idem, discrètement, sous le radar des médias. Si les journalistes, alors encore une fois, Victor, il a son opinion, machin truc, il délire parfois, ok. Mais on a vu quand même qu'il ne s'étonnait pas de la présence d'un journaliste dans une prison de haute sécurité en préventif et en isolement. Moi, je sens que ça sent pas bon, cette histoire, du point de vue de l'état intellectuel de la profession. Parlons des accusations américaines. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis pas journaliste, je suis pas légitimé pour... j'ai pas la légitimité pour dire ça. J'aurais une opinion. Mais tu crois que je vais sortir mon opinion personnelle, sortir de la cuisine pour défendre le plus grand journaliste de la planète? Non. Je vais me référer, je vais me rapporter aux opinions des autres journalistes d'investigation qui tous défendent Julian Assange. Eux, ils disent, les chefs d'inculpation des Américains, bien qu'ayant le titre ronflant de Espionnage Act, parce qu'il faut bien leur donner un titre, c'est comme ça que ça se passe, le document commence par un titre, l'important c'est quels sont les faits incriminés, les faits qu'on lui reproche. Si demain tu voles une pomme à l'étal, je pourrais dire tu as fait un acte d'espionnage. Comment ça? Oui, il a pris une pomme dans un étal et il s'est parti avec en courant. Et la première question qu'on se pose, c'est quel est le rapport entre le fait que je viens de décrire et l'espionnage? C'est la même chose dans les chefs d'inculpation. Les journalistes eux-mêmes disent ce qu'il y a là-dedans, c'est la description d'une de nos journées de travail. C'est pas moi qui le dis, je suis pas journaliste d'investigation. Je ne sais pas ce qu'ils font comme journée de travail. Donc je me réfère à des journalistes d'investigation qui disent les Américains viennent de décrire comme étant illégale une activité que je fais de façon routinière comme gagne-pain. Oh. Et de façon extraterritoriale, ça veut dire même pas aux États-Unis, ça veut dire n'importe où dans le monde. Apparemment. Et les Anglais sont d'accord. Voilà l'autre sonnette d'alarme qui a l'air, j'allais dire qu'il n'a l'air de choquer personne. En fait, ça choque ceux que ça concerne. Les journalistes d'investigation. Parce que les autres, on me pose souvent les questions, mais pourquoi ils ne se sentent pas visés, les autres journalistes? Ils ne sont pas visés parce qu'ils ne le sont pas. Ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne le sont pas. Ils pourraient prétendre de l'être au nom de la solidarité interprofessionnelle. Mais là, déjà, je pense qu'il y a un malentendu sur ce qu'est la profession de journaliste. Il y a des journalistes, tout le monde est journaliste qui veut. Et surtout dans la profession. Le sens du mot a changé. Et parfois, moi, j'ai fait plus de reportages que la moyenne des journalistes dans les rédactions, qui se contentent de reprendre les dépêches d'agence et les reformuler. Et moi, on me dit, t'es pas un journaliste parce que t'as pas ta carte. Ouais, mais j'ai fait plus de journalisme que la plupart. Alors, il y a un malentendu. Si je puis me permettre, mais tu couperas au montage si ça te plaît pas, mais prenons les choses à la racine, comme les radicaux savent le faire. Est-ce qu'un mec qui présente le journal de 20 heures et qui lit un prompteur tous les jours et qui n'a jamais rien fait d'autre de sa vie, ou peut-être dans sa jeunesse il a écrit quelques articles, mais là, est-ce que c'est encore un journaliste? Il paraît que oui, il a une carte. Mais moi je dis que c'est un lecteur de prompteur. Et c'est pas de honte à faire ce métier, mais c'est un lecteur de prompteur, c'est pas un journaliste. Est-ce que des mecs qui interviewent des invités tous les matins à radio de 7h à 9h, et c'est tout ce qu'ils font? Ils écrivent jamais d'articles, font jamais d'analyse, font jamais d'enquête. Ils font juste interviewer les gens. C'est un journaliste? Ils sont appelés journalistes. Pour moi, c'est des intervieweurs.
Il y a un problème de définition en fait. Est-ce que les mecs qui écrivent comme ça, le coin sur une coude d'un bar, comme ça, avec une écharpe rouge, les Christophe Barbier, qui font apparemment, ils sont omniscients, et ils commentent l'actualité parce que ce sont des donneurs d'opinion, et ils commentent tout, c'est tout ce qu'ils font, commenter, comme s'ils savaient de quoi ils parlaient, n'importe quel sujet, hein. Que ce soit les retraites, que ce soit le machin, que ce soit la guerre, que ce soit les étoiles, que ce soit Dieu. C'est des commentateurs. Moi aussi, je suis un commentateur. Toi, t'es un commentateur. Tu vas au bistrot le soir, machin, il y a 50 commentateurs autour du bar. Sauf que lui, il est devant la caméra, etc. Est-ce que c'est encore un journaliste? Quelle est la part de journalisme qui existe encore dans la profession? C'est-à-dire que dans la masse, quelle quantité de bouts de chocolat de journalisme est-ce qu'il existe réellement? Pratiquement plus. C'est ça il y a un malentendu chez les gens. C'est qu'on leur dit que... Tu sais qu'on est en train de parler, et sérieusement dans certains milieux, que certains journaux parlent d'utiliser l'intelligence artificielle et se débarrasser des journalistes. Voilà où on en est. Un robot peut faire le travail de ce que fait le journaliste moyen aujourd'hui. Alors tant pis s'il y en a qui se sentent insultés, j'y peux rien. Il ne fallait pas faire l'école de journalisme, il fallait faire du journalisme, et pas les écoles formateurs de journalisme. Donc moi je suis allé sur le terrain au Nicaragua en pleine guerre. Il n'y avait pas un journaliste en vue, hein, y compris dans les années 80. Donc il y a un malentendu, une ambiguïté, et que ce soit ceux-là qui aujourd'hui refusent, pour la plupart, de qualifier Assange de journaliste. Écoute, ce que ce métier compte de gens valables, ils sont à la défense de Julian Assange. C'est-à-dire pas beaucoup, ce qui est la réponse indirecte à la question. Il n'y a pas vraiment de gens valables dans cette profession, au sens où je l'entends. Des gens de valeur, des gens d'honneur, des gens qui vont au secours d'un de leurs collègues, qui devraient être fiers, à la limite. Même si j'étais un petit gras de papier dans un truc régional, je sais pas quoi, je serais fier, moi en tant que journaliste, de dire tiens, je fais partie des gens qui sont en train de le défendre. Mais non, c'est vraiment pas le cas. Hein. Il y a un informaticien à la retraite qui est devenu un peu la figure de défense d'Assange. Mais déjà ça, c'est une anomalie, mais aberrant. Je suis fier d'être là, mais c'est aberrant. C'est pas moi, c'est moi je devrais être comme vous, en train de regarder quelqu'un de connu. Ouais, défend Assange. Et si on revient sur Assange, c'était pas un journaliste au départ, c'était un informaticien. Pas du tout, c'est un informaticien, tiens, comme non, et australien comme moi, tiens. Un génie de l'informatique. Je suis un sorte d'Assange raté. et qui aurait pu être milliardaire en fait, parce qu'il était très doué. En fait, il était l'une des figures de proue, des figures éminentes du mouvement cypherpunk, les mouvements d'informaticiens de très haut niveau, qui sont généralement un peu comme ça, en dehors de la société, parce qu'il est un peu contestataire, qui pense que le citoyen a le droit de se protéger de la surveillance. Il a le droit à la vie privée. Et qu'à contrario, c'est à l'État d'être transparent. Et la situation actuelle, c'est plutôt l'inverse. Hein. Les pouvoirs sont de plus en plus opaques et nos vies sont de plus en plus transparentes. Donc, à part d'être un mouvement d'agitateurs, il y a aussi des génies d'informatique qui développent des outils pour nous offrir la possibilité de rester anonyme dans nos communications. D'accord? Anonyme ou crypté, quoi. Et ça, généralement, c'est une activité qualifiée d'illégale. Donc déjà, idéologiquement, Julian Assange et les cypherpunks se positionnent directement, déjà, rien que dans le concept idéologique, du côté du peuple. Parce que sinon, ils seraient embauchés par la CIA et la NSA, ils seraient en train de développer les outils pour nous espionner. Donc déjà, le début de leur vie commence mal. Mais pour pouvoir développer ces outils qui combattent quoi? Qui combattent les génies embauchés par la CIA et la NSA. Donc tu dois être à armes égales. Sinon, tu es juste en train de faire ton petit club tupperware avec des potes en rêvant de révolution. Donc pour que tu sois un vrai... il faut que tu sois au moins à leur niveau. Donc quand je dis que c'est un grand, c'est un grand. Donc il aurait pu, il a des brevets qui font tourner l'Internet, il a inventé des systèmes pour protéger les ordinateurs des journalistes, les ordinateurs portables des journalistes. C'est le fondateur d'une des premières sociétés de fournisseurs accès à Internet en Australie, pour les foyers à revenus modestes, etc. Donc s'il avait voulu, il aurait suffi qu'il envoie son CV ou frappe à certaines portes, même pas, c'est les gens qui seraient venus frapper à sa porte à lui, il aurait pu finir sa vie comme milliardaire dans le Silicon Valley. Il a fait un autre choix. Il a fait un choix de l'altruisme, il a fait un choix de combattre les injustices, les inégalités. Il a fait tout de suite preuve, encore une fois, témoignage de ses professeurs à l'université, qui témoignent dans le documentaire Ithaca,
tout de suite un intérêt une préoccupation pour les injustices, tout ce qui était injustice en fait. Et il fait une connexion que je trouve, mais c'est encore une fois la beauté de l'évidence, c'est que tant que tu l'as pas énoncé en des termes aussi clairs, aussi dialectiques, aussi charnels, aussi... tu dis, on ne peut pas combattre la justice dans l'ignorance. On ne peut pas combattre les injustices dans l'ignorance. Que la première étape de combattre une injustice, c'est de la connaître. Tout part de l'information. La démocratie, c'est l'information. Peuple mal informé prend de mauvaises décisions. Donc il y a une véritable dialectique dans son esprit qui s'opère entre information et démocratie. La vraie. Il dit d'ailleurs une phrase que j'aime beaucoup, que la mesure de la démocratie, c'est la quantité d'informations qui circulent librement. C'est un concept comme un autre, mais je trouve intéressant. C'est lorsqu'il n'y a pas d'entrave à la circulation de l'information et se sentant pas qu'entre nous, de bas vers le haut, ça il n'y a pas d'entrave, mais aussi de haut vers le bas. C'est quand il y a dialogue, quand tout le monde discute, quand on n'a rien à se cacher en fait. Sauf évidemment les choses qu'il faut avoir cachées. Les codes nucléaires, les choses comme ça. Mais quand on n'a rien à se cacher, au fond, sur le fonctionnement, sur ce qu'on fait, sur les décisions, les processus, etc., c'est une démocratie qui est saine. Quand on commence à cacher les choses, que tu sens que ça part en vrille, il y a quelque chose qui va pas. Il y avait donc, chez lui, tout était réuni pour qu'il devienne la figure de proue de ce combat des tendances post-11 septembre. C'était pas inscrit dans le ciel, j'ai tendance à dire, parce que je ne sais pas si le destin est à ce point marqué à l'avance, mais en tout cas, il avait tout pour cet intérêt maladif pour l'information, une connaissance encyclopédique, paraît-il, et pour avoir discuté avec des membres de sa famille, je me rends compte que ça doit être familial, de la géopolitique. Quand je dis encyclopédique, toutes les dates, et puis machin, tout l'incident dont je me souviens vaguement, ils vont te sortir le pourquoi et le comment et du quoi et quelle date. Un intérêt pour ces questions-là, la capacité technique d'agir sur la scène internationale. La création de Wikileaks a été, alors ce qui nous a trompés, si je puis dire, c'est parce qu'on a regardé le ciel, on a vu une petite étoile naître. Mais on n'a pas compris que c'était non pas une petite étoile, une gigantesque étoile, mais qu'on l'a regardée de très loin. On n'a pas compris ce qui se passait. Ouais, ça fait le buzz pendant une année. Tu te rends compte combien de gens peuvent se prétarguer d'avoir représenté une menace existentielle pour les États-Unis qui vont consacrer 120 Combien d'organisations ont arrêté des guerres? Wikileaks l'a fait en Irak. Combien de nos manifestations, combien de militants aguerris, etc. Alors comment il a arrêté la guerre en Irak? Mais quand ils ont révélé les dossiers irakiens, parce que le gouvernement fantoche des Américains ne pouvait plus faire ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Parce que sais-tu que les Américains, pour intervenir en Irak, ils avaient un contrat avec le gouvernement irakien qui leur garantissait l'impunité en cas de crime. C'est pour dire si les Américains ils ont la conscience tranquille. Ils arrivent et demandent. Donc un soldat américain avait la garantie du gouvernement irakien qu'il avait l'impunité. Bien, sous la pression de l'opinion publique irakienne, il ne pouvait plus. Et parce qu'il ne pouvait plus, les Américains ont dit, parce qu'on n'a plus l'impunité, on ne sort plus de nos casernes. Et du coup, cet informaticien de génie donc, qui a permis de révéler plein d'affaires que le grand public. Je te fais dévier de ton plan, on est bon là. Non, on est bon. J'essaie de me rattraper aux branches. Ouais, aux branches, Westiti, vas-y. C'est ça. Mais du coup, de quoi veut-on l'accuser en fait? Enfin, pourquoi tu parles souvent d'un procès kafkaïen, d'une mascarade juridique? Si on rentrait dans le détail, ça dure des heures. Il faut, tout dans cette affaire est anormal. C'est pas moi qui le dis encore, parce que parfois j'hésite ou je me dis je ne veux pas radoter. Mais je me dis en même temps, les gens se posent la question, mais c'est quoi sa légitimité à ce mec-là? C'est un informaticien, il va nous parler d'irrégularité juridique. Pas moi, je vous jure. Je suis plus rien, j'y connais rien. Enfin, je commence à connaître à force. Non, mais tu commences à connaître à force de lire. Mais à l'origine, c'est pas moi qui ai tiré les sonnettes d'alarme. J'ai vu des juristes du monde entier, des avocats sortir des pièces, des articles incroyables. J'ai vu des associations d'avocats se mobiliser. C'est pas moi. C'est quelque chose s'est passé. Il y a des gens qui ont été complètement affolés par ce qui était en train de se passer, et plutôt des gens bien. D'accord. Donc moi, je me contente de répéter avec modestement les propos en tirant des sonnettes d'alarme. Je pourrais dire, j'en sais rien,
Je crois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me semble que c'est louche, mais je vous assure qu'il y a des gens derrière qui ont des opinions beaucoup plus précises sur la question. Sauf sur l'extraterritorialité, je suis assez branché là-dessus, assez pointu là-dessus. Donc de quoi il est accusé? Même la grande presse qui a travaillé avec lui, même lorsqu'ils prétendent le défendre, tout en continuant à l'appeler un lanceur d'alerte, c'est pour dire s'il y a encore du boulot. La phrase, alors bien sûr, il y a la vraie raison, la fausse raison, et puis les apparences. La vraie raison, ne l'oubliez jamais. Oubliez tout. La phrase qu'il ne fallait pas oublier, c'était laquelle? La menace existentielle. Exact. Si tu me demandes pourquoi Wikileaks, parce que ça représente une menace existentielle et parce qu'ils ont été arrivés à la conclusion que techniquement, ils n'arriveraient pas à le faire tomber. Parce que ça renaîtrait ailleurs, parce que... Hein. Donc déjà, voilà, tu veux savoir pourquoi, toi. Maintenant, tu me demandes comment. Ah, comment? D'accord? Parce qu'on est dans le comment, là, et pas dans le pourquoi. Hein, d'accord? Parce que tu dis pourquoi il n'est pas? Parce qu'il représentait une existence menacée. Maintenant, le comment. Ah bah le comment, c'est très simple, donc par les moyens juridiques. Donc il faut garder un petit peu la façade, la crédibilité, histoire de pouvoir servir à la presse institutionnelle des petits bouts comme ça qui leur paraissent crédibles pour qu'ils puissent pour que tout paraît comme ça logique. Ils ne peuvent pas les accuser d'avoir publié des documents. Ça, les Américains l'ont compris tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient deux journaux majeurs chez eux qui les avaient publiés les mêmes. Le Washington Post et le New York Times, les deux quotidiens intouchables aux États-Unis. Alors, à moins de faire un sorte de deux poids, deux mesures qui n'est pas étranger à la nature des responsables américains, mais le faire avec autant de panache, autant de clarté, autant d'évidence, c'était quand même un peu gênant. Et il se pourrait qu'il y ait des juges américains, lors d'un procès en appel, qui diraient « Mais enfin, comment pouvez-vous accuser cette média-là, cette presse-là » D'ailleurs, parenthèse, Wikileaks est reconnu comme un organe de presse aux États-Unis. Procès à l'appui qu'ils ont gagné, etc. Parce qu'il y en a qui ont voulu dire, etc. Non, c'est pas un agent de renseignement. Donc, comment faire? Et ils ne savaient pas comment faire, en fait. Alors, évidemment, il y avait des plans occultes, etc., de buter le gars, de l'enlever, de le balancer d'un truc, etc. Donc, tous les plans sordides, ils ont été envisagés, ça c'est clair, net et précis. Difficile, l'homme de l'année. Alors ils vont trouver une sorte de faille spatio-temporelle. Le gars qui a sorti ça, ce qui est surprenant, c'est l'arrogance avec laquelle que c'est fait. C'est pas le mot arrogance, je cherche un autre mot. Bref, ils vont déterrer une loi de 1917 qui s'appelle le Espionnage Act, qui a été rédigé à l'époque en termes tellement vagues et qui a un effet de halo tache d'encre. C'est-à-dire, si toi tu es coupable, les mecs qui t'ont aidé sont coupables, ceux qui leur ont apporté le petit déjeuner au lit ce matin sont coupables, ceux qui ont fait la vaisselle après sont coupables, et aussi celui qui t'a ouvert la porte ce matin sont complices. Voilà, ça. Et c'est une loi, parce que disons les choses jusqu'au bout, c'est là l'ironie de la situation. C'est une loi qui punit la détention de documents. Pas la publication. Ou pas que. Qui compris unique aussi la détention. Autrement dit, même si Julian Assange n'avait jamais publié les documents, il aurait pu être poursuivi par la loi Espionnage Act de 1917. Par le simple fait de les avoir eus en sa possession, même s'il n'en avait rien fait. Donc, quand je dis que ce n'est pas à cause d'avoir publié, je persiste et signe. Ce n'est pas à cause d'avoir publié. Donc, ils vont se tortiller les méninges jusqu'à ce qu'ils trouvent comment l'attaquer. Ils ne peuvent pas lui reprocher ce qu'il a fait, puisque plein ont fait comme lui. Et ils vont trouver la faille de raisonnement et ils vont lui reprocher comment il l'a fait. Parce qu'il n'y a que lui qui l'a fait comme ça. Le New York Times, Washington Post, ils sont venus s'asseoir, on leur a donné le truc, ils sont partis. Alors là, ils montent tout un plan en disant « Monsieur, votre organisation un peu louche, parce qu'ils jouent sur là-dessus, tu sais, Wikileaks, hackers, etc. Là, maintenant, on est en train de... Encore les médias,
Parce que combien de gens croient que c'est une organisation de presse? La maison mère s'appelle Sunshine Press, 9 membres du conseil d'administration basés à Reykjavik. C'est pas une organisation secrète, c'est pas des hackers, c'est pas leur métier, c'est des journalistes. Mais ils laissent planer l'ambiguïté. Donc, Julian Assange se serait débrouillé à plusieurs reprises d'avoir fait 2 choses. 1, tenter de pirater un ordinateur. Wink, wink. C'est un ancien pirate. C'est plus fort que lui, il ne peut pas recommencer, il peut pas s'empêcher de recommencer. Pas du tout son métier, aucun intérêt pour le faire. Et quand même, wink, wink. Ça, c'est bon pour les journalistes et c'est bon pour l'opinion publique. Un ordinateur qui se trouve où, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que les États-Unis portent plainte contre un journaliste pour tentative de pénétration d'un ordinateur. Tu penserais que l'ordinateur se trouve où? Aux États-Unis. Non. C'est même pas un ordinateur qui se trouve aux États-Unis, c'est un ordinateur qui se trouve en Islande. Et l'Islande n'a rien contre Julian Assange. Non, mais l'extraterritorialité, elle fait comme ça, boum boum, elle rebondit sur le blanc, elle fait le tour de la planète. Et ils vont lui reprocher, s'il avait fait un truc en Mongolie intérieure, ils lui reprochaient d'avoir... il porterait plainte pour lui, ça lui ferait 10 ans de plus pour un truc en Mongolie intérieure. Bon. Et cet témoignage, cette accusation, s'appuie sur le témoignage d'un sociopathe avéré, séjour psychiatrique, pédophile condamné multirécidiviste, un de ses victimes s'est suicidé, et un escroc notoire, Siggy Thordarson. Le mec, sa spécialité, c'était d'arnaquer les entreprises en faillite. Mais il était tellement psychopathe et arnaqueur qu'il a même réussi à arnaquer ses propres avocats en imitant leur signature. Donc le mec, lui, il ne peut pas s'en empêcher. Il se trouve que Siggy Thordarson un jour réussit à se faire prendre en photo, en selfie avec Assange. En Islande, le siège, rappelez-vous, de Wikileaks, c'est à Reykjavik, donc Assange est souvent à Reykjavik. Et il veut absolument bosser pour Wikileaks, mais Assange ne le sent pas, n'en veut pas. Le mec fait semblant de récolter de l'argent dans la rue, où Wikileaks sont des héros à Reykjavik, récolte ou vole à Wikileaks 20 000 $, 40 000 $, une somme comme ça, il y a même un procès entre eux. Le mec n'est pas informaticien du tout, n'y connaît rien. Va savoir pourquoi le FBI s'appuie sur lui, va le chercher, lui offre de l'argent, bon, en avion, aller le chercher, le ramener chez eux, pour l'interviewer, c'est Siggy Thordarson. Est-ce que tu peux nous témoigner contre... Et le mec va dire, ah ouais, il témoigne la chose suivante. Assange, Julian Assange, le éminent cypherpunk, aurait confié à Siggy Thordarson, qui ne sait même pas télécharger une vidéo de son téléphone à son PC, aurait confié à Siggy Thordarson, lui aurait demandé de pirater les ordinateurs de l'OTAN basés à Reykjavik. Personne ne rigole. Hein. Aux États-Unis, ils savent, enfin, on avait, ils savent que ça... Peu importe. Mais l'affaire Assange ne s'arrête jamais dans ses rebondissements. Il y a toujours un truc plus rigolo que le truc précédent. C'est lorsque le même Siggy Thordarson, en juin 2021, rattrapé par un journaliste, parce qu'il était en fuite, puisque c'est un arnaqueur, un escroc, donne une interview, et lors de cette interview, il parle d'Assange, et qui Siggy Thordarson, pour une raison inconnue aux mortels que nous sommes, décide de dire au journaliste qu'il avait menti. Chose que nous le savions tous, mais il avoue. Le journaliste se méfie évidemment parce qu'un psychopathe qui ment, est-ce qu'il ment quand il ment? Et Siggy Thordarson lui file les documents, les preuves. Et le journaliste islandais va écrire un article. Le témoin clé, le témoin principal des accusations contre Julian Assange admet avoir menti. D'ailleurs, il est mis lui-même en prison maintenant, Siggy Thordarson, depuis septembre 21, dans une prison de haute sécurité. L'ironie. Cette information factuelle, qui est un rebondissement, a été totalement ignorée de toute la presse. Encore une fois, tu me demandes le rôle, mais elle est essentielle. Ne pas dire que le témoin principal, alors principal c'est une façon polie de parler, le seul témoin des États-Unis contre Julian Assange, avoué avoir menti, preuve à l'appui, et ce depuis juin 2021. Le dossier de ce point de vue-là de l'accusation est vide. Ce qui explique peut-être pourquoi les Américains ne sont pas pressés de ramener Julian Assange aux États-Unis, parce que ramener aux États-Unis, il va falloir qu'ils prouvent. Et là, on a la preuve qu'ils ont le dossier vide sur ce plan-là. Autre chef d'accusation, c'est que lui, il a tenté ou il a été accusé d'espionnage.
Alors l'espionnage, ça veut dire quoi? Moi, je demande aux gens d'arrêter de 30 secondes et de réfléchir. J'en ai vu, moi, des films d'espionnage. T'en connais combien de films d'espionnage où le mec, l'espion, il vole et le lendemain, il publie publiquement en disant c'est moi qui l'ai eu ce document? C'est quoi ces espions? Depuis quand un espion donne au public en disant qui il est? C'est moi. Du point de vue, je sais pas comment dire, j'allais dire, du point de vue professionnel, c'est une faute grave ce qu'ils ont commis si c'était des espions. C'est pas des bons espions. Et un film sur l'espionnage sur Wikileaks, il durerait pas longtemps, hein, il durerait 10 minutes. Il serait pas intéressant du tout, du tout, du tout, du tout. L'idée même qu'on puisse les accuser d'espionnage. Mais je comprends bien qu'on dit, mais on va dire qu'ils ont volé les documents. Ok, mais c'est pas de l'espionnage, ça. D'accord, c'est autre chose. À la limite, ils auraient volé. Mais ils n'ont pas volé, c'est pas leur boulot. Donc comment ils ont arrivé à glisser, sinon avec la complaisance de la presse, qui ne explique à personne, qui n'ont même pas lu les chefs d'accusation, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Comment est-ce qu'on peut accuser Julian Assange d'être un espion? Est-ce que le terme a encore... Et depuis quand est-ce qu'on arrête des espions étrangers? Tu sais, mine de rien, je vais dire un truc qui est drôle, mais tout le monde s'espionne sur tout le monde, on est d'accord. Est-ce que tu te rends compte qu'avec l'accusation d'espionnage extraterritorial, potentiellement, les États-Unis pourraient faire arrêter n'importe quel agent de la DGSE française? Bien sûr. Et demander son extradition? Oui, c'est absurde. Pour les mêmes raisons. Bien sûr. Ouais. Vous m'avez espionné à distance, même s'il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, c'est le cas d'Assange. J'ai même tendance à dire, même qu'il aurait espionné, tu sais quoi? Normalement, le dossier est vide, parce que ça ne marche pas comme ça. La preuve, quand il y a eu les preuves d'espionnage contre Macron et sur notre... personne n'a porté plainte dans l'autre sens. Parce que l'extraterritorialité, elle ne marche pas dans ce sens-là. Parce que l'extraterritorialité n'est pas un aspect juridique, c'est un aspect politique. Et les rapports de force politiques font que si tu demandes à un Américain d'extrader le chef de la CIA, il te regarde dans les yeux, il explose de rire, il dit casse-toi. Mais s'il demande que tu lui amènes un journaliste qui l'a embêté et représente une menace existentielle, alors qu'il n'a rien à lui reprocher, mais ça fait rien, on va inventer un truc, l'Angleterre dit, mais oui monsieur, faut-il faire un paquet? Est-ce que c'est pour un cadeau? Et ils le font, avec bon cœur d'ailleurs. Et par rapport à ça, justement, on voit dans toute cette affaire, que ce soit les juges ou les procureurs en Suède, ou l'affaire, le procès en Angleterre, que bon, il y a plein de vices de forme. Ah pardon. Il n'y a rien qui se passe normalement, quoi. Ah non, mais rien. Mais c'est pour ça que c'est sketch, en fait. Si quelqu'un passe ses 5 minutes dessus, même moi qui ne suis pas juriste, ni avocat, ni juge, ni quoi que ce soit, la dernière cours de droit que j'ai eu, c'était au BTS, c'était du droit sur le mariage. Donc ça m'a vachement servi dans ma carrière. Mais ce que je voulais dire dans les chefs d'inculpation, donc qualifiés d'espionnage, parce que bon, alors les trompettes, espionnage, et tout le monde, parce que cette figure mythique qui a été créée de hacker, organisation secrète, etc., ça présente une certaine logique. C'est une campagne qui a marché à merveille, cette campagne anti-Wikileaks. C'est pour ça qu'il faut l'examiner. C'est l'une des plus belles pièces de la collection. C'est un diamant brut qui a été magnifiquement taillé. Une pièce rare de collection. Tout et tous les angles, comme ça, elle brille de ses mille feux. C'est pour ça qu'il faut la voir. À quel point ils ont pu rouler dans la farine, y compris des vétérans de l'information alternative. Parce qu'on pourrait parler des médias alternatifs dans cette affaire. Donc, ils ont parlé d'espionnage. Et ils font que décrire les journées de travail. Un des charges d'inculpation, chef d'inculpation qui peut valoir théoriquement 10 années de prison à Julian Assange, se résume à ceci. Un échange entre lui, supposez lui, on n'est même pas sûr que c'est lui, et Bradley Manning. Bradley Manning qui n'a jamais avoué avoir eu affaire à Julian Assange. Hein. Attention, hein, elle s'est tapée 1 an de prison supplémentaire parce qu'elle refuse de témoigner contre lui et de donner son nom. Et Julian Assange, si vous l'écoutez attentivement, n'a jamais dit que Bradley Manning était la source des fuites. Source présumée par la presse. Tout le monde est à peu près d'accord, mais eux-mêmes surveillent extrêmement bien leur langage et savent ce qu'ils sont en train de faire. Julian Assange n'a jamais dit
parce il ne connaît jamais ses sources. C'est les Américains qui lui ont dit que c'était sa source. Lui, il dit, je ne connais pas mes sources. Donc, et dans une conversation, un échange, donc je crois que c'est le chef d'inculpation numéro 4 ou 5, quelque part par là, il y a un échange entre Bradley Manning et Julian Assange. Je la résume mais je la rephrase un peu, hein, parce que je ne me souviens pas par cœur, mais alors ce que je vous ai donné, c'était bien. Donc tu dis, ils sont en train de parler des fuites, des câbles gate, machin truc. Julian Assange, ah oui, très bien. Bradley Manning. Est-ce que ça vous intéresse d'en avoir d'autres? Julian Assange répond même pas oui. Il répond, faut voir. Faut voir. En fait, il a une expression un peu cryptique en anglais qui dit Curious eyes never run dry. Les yeux curieux ne s'assèchent jamais. C'est probablement, connaissant le loustic, une phrase tirée d'une chanson ou d'une poésie. Cet échange que je viens de vous décrire, c'est 4 phrases. Hein. Ça t'a plu? Ouais. T'en veux d'autres? Faut voir. 10 ans de prison. C'est considéré par les Américains, concrètement dans les chefs d'inculpation, comme un encouragement. Donc la participation au crime à cause de l'effet de capillarité de la loi d'espionnage 1917. Toute action ayant... Et détention, attention, c'est que même si Assange n'avait pas publié, donc quand on dit qu'il a été condamné pendant... Donc la raison vraie, c'est la menace existentielle. La raison médiatique, c'est pour avoir publié des documents classifiés. Classifiés, il n'aurait pas dû. Personne ne se pose la question que les documents classifiés révélaient des crimes et qu'aux États-Unis même, regarde. C'est pour ça qu'ils sont pas spécialement blindés avec cette affaire aux États-Unis. La loi américaine interdit de classifier des documents révélant des crimes. Ils ne sont pas cons. Enfin, ceux qui ont pondu la loi n'étaient pas trop cons. Donc déjà, leur dossier commence à... Le témoin... La vraie raison, c'est à cause de la menace existentielle de Wikileaks. Ensuite, le comment. Et dans le comment, il a la raison officieuse, celle qui est le plus répandue par les médias. C'est parce qu'il aurait publié des documents confidentiels. Et ça, c'est une légende urbaine. D'abord parce qu'on n'a jamais poursuivi un journaliste aux États-Unis pour avoir publié des documents confidentiels. Ensuite, parce que la confidentialité d'un document n'est pas à confondre avec secret défense. La confidentialité, c'est une mesure administrative prise par quelqu'un dans un bureau qui dit à ses collègues et à tout l'entité, boum, ne pas faire circuler. Et comme dit Assange, 99,9% des documents confidentiels le sont pour des raisons politiques et pas pour des raisons de sécurité. Tu sais combien il y a de documents classifiés par jour aux États-Unis? Allez, un chiffre. Non, 1,5 million. Tu vas me dire qu'il y a 1,5 million des documents qui circulent par jour de sécurité et défense qui pourraient remettre en cause la sécurité des États-Unis. C'est juste une habitude. Cette fameuse habitude d'opacité, la boucle est bouclée. C'est parce que dans les bureaux et dans les administrations et les responsables, quand on ne sait pas, on classifie, on cache. C'est ça que ça veut dire. Classifier, c'est opacifier. C'est anti-transparence. Ça n'a rien à voir avec la sécurité et ça n'a rien à voir avec la sécurité d'État. C'est la machine à opacifier le pouvoir qui s'en prend à Assange. Parce qu'il ne tient pas compte de l'opacification. Il ne le respecte pas. Donc, il y a la vraie raison, menace existentielle. Il y a la raison crédible qu'on présente au public, qui apparemment a une logique, et qui est complètement bidon dès qu'on gratte, c'est parce qu'il a publié des documents classifiés. Le officiel maintenant, parce que regarde les 3 couches de malentendus. Le officiel, c'est qu'il n'est pas accusé de ça. Il n'est pas accusé il est accusé officiellement par la procédure juridique d'espionnage. Comment il a obtenu les documents? Comment veux-tu expliquer l'affaire à Julian Assange qu'il y a au moins 3 niveaux d'incompréhension? Déjà qu'il y en a 1, c'est dur. Qu'il y en a 2, c'est impossible. Qu'il y en a 3, il faut qu'il y ait un mec comme moi en train de gesticuler devant un écran pendant des heures pour réussir à faire passer le message. Est-ce qu'il y a que moi qui ai compris ou quoi? Ou alors c'est peut-être moi le fou. Voir. Possible. Mais je crois pas. Et donc, Nils Melzer, dans l'enquête, ce qui l'intéresse, c'est les tortures que subit Assange. Oui. Et donc, il a, comme tu disais, il s'appuie sur des médecins pour prouver en fait que toute cette enquête, alors, en fait, les États-Unis font exprès que ça dure
pour Bien vraiment sûr. La situation faire craquer, actuelle, comme je te l'ai dit, la situation actuelle leur convient parfaitement. Assange est bâillonné. Alors, Nils Melzer explique dans une interview que la torture psychologique a comme première caractéristique, c'est de ne pas laisser de traces. Enfin, elle laisse des traces, mais dans la tête. Qu'elle est normalement appliquée pour ne pas alerter son entourage. Qu'on ne sache pas, torture psychologique. Elle est appliquée soit pour obliger quelqu'un à dire ce qu'on veut lui faire dire, soit pour l'empêcher de parler. Mais dans le cas d'Assange, précise Nils Melzer, c'est pour donner une leçon, un avertissement à tous les autres. C'est sa conclusion, attention. L'affaire Assange, ce n'est même plus Assange. L'affaire Assange, c'est la figure sacrificielle dans l'affaire d'une lutte contre le droit de savoir et de tous ceux qui prétendraient transgresser les limites que tous les journalistes connaissent et ne traversent jamais. Ce qui n'était pas le cas de Wikileaks. Il a bien saisi les enjeux politiques de l'affaire, en fait. Il les révèle, Nils Melzer. Mais bien sûr qu'il est loin de moi. Il les révèle vraiment. Donc les enjeux, oui, c'est ça, c'est qu'il sert de leçon. Et la leçon, plus elle dure longtemps, mieux les gens vont la retenir. Je crois. Il faut le tenir en vie, Assange, le plus longtemps possible. Pas la peine de l'emmener aux États-Unis. C'est une théorie de ma part. Mais j'ai tendance à croire qu'ils ont aucun... Parce que leur dossier est vide et va s'écrouler. Ou alors il va falloir qu'ils appliquent autant de mauvaise foi et qu'ils obtiennent la complicité de toute la presse américaine comme ils l'ont obtenu en Europe. C'est pas dit. C'est pas dit que les Américains qui ont le premier amendement de la Constitution, la liberté d'expression, la liberté de la presse, avec la Bible, le bon Dieu et le port d'armes, pour eux c'est sacré. Donc il se pourrait que ça réveille des démons dans la presse américaine, je le sens, que intuitivement qu'ils sont pas vraiment. Pas forcément d'accord qu'il y ait un procès Assange aux États-Unis. Ils font toujours les démarches au dernier moment. Quand tu es pressé, tu n'attends pas 8 mois, parce que si on te dit on t'a le délai de 8 mois pour faire appel, et le mec il fait appel le 7e mois, plus 29 jours, à minuit moins quart, il dépose l'appel. T'avais pas l'air d'être pressé, mon pote. Ben non, mais tu comprends, il m'a fallu 7 mois pour rédiger un appel d'une affaire qui depuis 12 ans, et que, etc. Donc, non, cette sensation qu'ils font traîner au maximum, peut-être dans l'espoir secret de le voir mourir en prison. Peut-être dans l'espoir secret que la solidarité va se retomber comme un soufflet. C'est exactement le contraire de ce qui se passe. C'est ce que j'avais prévu. J'avais dit que si on arrive à tirer cette affaire, à un moment donné, ils vont se trouver devant un problème. C'est qu'ils étaient partis pour le faire en toute discrétion. Ça va plus se passer en toute discrétion. Donc maintenant que les caméras sont un peu braquées sur eux, maintenant qu'ils sont un peu, maintenant qu'il y a des 7 présidents ou je sais plus combien d'Amérique latine qui ont pris fait et cause, maintenant qu'il y a tous ces ONG, maintenant que le pape a écrit, maintenant que ils peuvent plus, je veux dire, ils peuvent plus le tirer comme ça et le passer par une porte dérobée, le mettre dans un petit jet privé, décoller de Heathrow et atterrir à Langley. C'est plus comme. Alors maintenant, il faut qu'ils gèrent cette situation, à mon avis, qu'ils n'avaient pas vraiment prévu. Donc quelqu'un, encore un génie, s'est dit. On n'a qu'à le faire moisir le plus longtemps possible, en espérant soit qu'ils oublient, soit qu'ils meurent. Et si vraiment, dans le pire des cas, on va prendre une décision au dernier moment, soit on l'amène et on confronte la situation d'une presse américaine qui pourrait d'un seul coup partir, soit on estime qu'il a été suffisamment déglingué parce que les médecins qui ont inspecté, qui ont examiné Assange ont dit que les effets étaient probablement irréversibles. Donc là, au moment où je te parle, même Assange serait libre, ce sera probablement, ou peut-être pas, j'en sais rien, le même Assange que celui qui est rentré. Est-ce que ça aura des impacts sur ses capacités professionnelles? Est-ce qu'il aura encore envie? J'en sais rien. Tu sais, j'imagine parfaitement que le gars, une fois sorti de prison, il dise « Ciao, bambino, merci pour tout. Je vais aller vivre avec ma femme et mes 2 enfants dans un cottage londonien ou australien, etc. » Et je lui en ferai pas la reproche. C'est pas la solidarité autour de lui qui doit l'encourager à recommencer, quoi. Donc c'est triste pour nous. Mais c'est aussi révélateur autant sur nous que sur la presse ou les États-Unis. Et là, j'ai vu qu'il y avait un recours en appel qui a été déposé par l'équipe d'Assange en août 2022 devant la Haute Cour du Royaume-Uni contre l'ordre d'extradition. Oui, c'est l'appel de dernier ressort, le recours d'appel qu'ils ont.
Et ça, tu as des infos sur ce On attend. formel, ou Non, on c'est n'a pas aucun, encore mais jugé, non, c'est même le délai paraît extrêmement long. Alors la situation actuelle, parce qu'on peut en revenir que c'est quoi la situation actuelle, Assange est extradable. L'ordre d'extradition a été donné. Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, l'extradition a été refusée sur la base de l'état de santé d'Assange. Donc j'espère que tout le monde arrivera à remarquer l'ironie qu'il y a à prendre comme prétexte l'état de santé dans lequel l'a mis le système pénitentiaire britannique pour dire que le système pénitentiaire britannique ne peut pas l'extrader parce qu'il est mal. On l'a trop abîmé pour vous l'envoyer dans cet état-là. C'est ça que ça veut dire. C'est quand même incroyable. À cause d'un autisme détecté chez lui, faut être précis. Ce jour-là, Vanessa Barretser a fait semblant d'avoir du cœur. En réalité, elle ne pouvait pas faire autrement parce que la jurisprudence britannique s'était déjà prononcée sur la non-extradition d'un autiste. Et Vanessa Barretser, n'étant même pas juge à l'époque, mais une simple magistrate, comme disent les Anglais, ne pouvait en aucun cas aller à l'encontre de la jurisprudence. Quand je te dis que c'est un balai extrêmement bien réglé, l'affaire Assange, extrêmement bien réglé, et tout est dans le faux semblant. Donc elle refuse l'extradition le 4 janvier 2021, tout en acceptant les arguments américains pour être extradé. Alors, pause. Donc, les Anglais estiment qu'Assange est coupable. Mais non, nous sommes ici en face d'une demande d'extradition. Les Anglais ne cherchent pas à savoir si Assange est coupable. Ils cherchent uniquement à savoir s'il est extradable. Est-ce que les Américains ont des motifs suffisamment sérieux et graves pour demander ce qu'on envoie ce type-là pour être jugé là-bas? C'est là-bas qu'il sera jugé coupable ou innocent. Donc tout ce procès ne sert qu'à savoir s'il est extradable, s'il est accusé d'avoir commis quelque chose de suffisamment grave qui vaudrait une extradition. La réponse de la justice britannique a été oui sur tous les plans, même sur les éléments où le témoin principal a dit qu'il avait menti, preuve à l'appui, non recevable, l'information. C'est pas eux à juger, c'est les Américains de se débrouiller avec cette histoire de Siggy Thordarson. Eux, on sert juste à savoir si les accusations sont... Ce qui fait que la défense est compliquée pour la défense. Parce qu'ils ont beau dire, mais c'est pas vrai, il l'a pas fait. Les Britanniques disent, mais c'est pas ça le sujet. Puisqu'il y a un tribunal qui va vous juger. C'est à eux qu'il faut dire que c'est pas vrai. À nous, il faut dire, vous ne pouvez pas m'extrader à cause de ça. Donc c'est super compliqué en fait. Parce que c'est pas tellement le côté factuel. Alors bien sûr, si tu arrives à prouver qu'ils ont inventé de toutes pièces, ce qui est d'ailleurs arrivé aux Suédois, c'est pour ça qu'ils ont fermé leur affaire direct, parce que quand les Anglais leur ont demandé des preuves des viols, les Suédois ont dit on n'a rien. Et les Anglais ils ont pris ça comme excuse administrative de fermer définitivement l'affaire. C'est pas une question de date limite, tout ce truc comme ça. Et donc c'est compliqué pour eux. Donc Vanessa Barretser, la justice britannique vient de criminaliser le journalisme d'investigation, puisqu'elle vient de considérer que faire un acte de journalisme d'investigation, nonobstant le fait qu'il l'ait fait ou pas, la description des faits, et les Britanniques ne sont pas en train de dire Assange est coupable de quoi que ce soit. La justice britannique est en train de dire ce que vous décrivez ici, c'est effectivement une activité criminelle. C'est ça qui fait sauter les plombs dans la tête des journalistes d'investigation. Même si Assange est innocent, hein. Même s'il gagne son procès aux États-Unis, ils viennent de déclarer que ce que vous faites là, c'est une activité criminelle. In petto, discrètement, sous la porte, comme ça, c'est glissé, c'est arrivé comme ça. Les Américains, ils ont fait appel de la décision, ils ont donné des trucs, ils ont gagné leur appel, et la défense a dit, ah ben nous, du coup, on fait appel des 17 chefs d'inculpation, c'est-à-dire les espionnages, tout ça, etc. Donc on attend la réponse de la haute cour. Ça n'en finit pas. Depuis, j'avais pas la date en tête, tu me dis août? J'ai noté 26 août.
2022. Ça fait combien de temps? On est au mois de mars, là, avril? 8 mois à peu près. Eh bien, figure-toi que 8 mois, j'avais noté que c'était un délai très courant dans les démarches. Alors, va savoir, peut-être qu'au moment même où on parle, il y a une décision qui va tomber, etc. Va savoir. Donc, en gros, la Haute Cour accepte, puisque les appels ne sont pas automatiques dans les procès d'extradition. Donc, soit elle accepte, au moins un des points, parce qu'il y en a 17, elle peut dire non, ça, non, ça, non, ah, ça, ça, est-ce que c'est vraiment criminel? Je pense d'ailleurs que le chef d'inculpation numéro 4-5 dont j'ai parlé, où il y a un simple dialogue, je pense qu'un juge va dire on ne peut pas m'envoyer quelqu'un en extradition parce qu'il a échangé ces 4 phrases que je viens d'énoncer. Tu comprends? C'est sûr. Donc il suffit qu'il y ait un point qui soit pas... Et le procès repart, ouais, parce qu'il faut tout truc pour ce point-là. Mais s'ils disent que les 17 points sont un truc, tu sais, qu'il peut être dans un avion et tu peux l'emmener. Petite parenthèse, tu vas peut-être l'amener, mais je vais le dire là. Les éléments de langage de l'affaire Assange, ça fait au moins 20 fois qu'on a prononcé le mot extradition. Extradition. Envoyer quelqu'un vers un pays où il a été jugé pour effectuer sa peine, ou envoyer quelqu'un vers un pays où il a commis un crime pour être jugé. Extradition. Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. Je sais, ça paraît bizarre aux gens, parce que les forces des éléments de langage sont tellement prégnants dans les esprits que les gens, ils ont du mal à... Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. Il n'a donc jamais pu violer la loi américaine. Oui, mais il les a espionnés. Et si je t'espionne ici avec un télescope, et il s'espionne avec des satellites, et les services français espionnent les Américains, et si tu étais aux États-Unis, un Américain, tu es un traître. Pas la même chose. Tu es sous la juridiction américaine puisque tu es aux États-Unis. Ou si tu travailles dans une base militaire américaine ou dans une ambassade militaire. Mais si tu es un Français, ils peuvent attendre que tu arrives là-bas et te choper, hein. Mais ici, comment tu fais? On en revient à l'extraterritorialité dont tu parlais. Et je vais y venir, parce que cette affaire, en plus, il y a eu non seulement la criminalisation de la journaliste d'investigation, mais appliquée de façon extraterritoriale. C'est-à-dire que potentiellement, c'est pas la Grande-Bretagne qui vient de... Enfin, si, la Grande-Bretagne vient de criminaliser. Mais elle est criminalisable partout dans le monde. Puisque les Américains peuvent ensuite, et d'autres pays, les imiter. Parce qu'il y a toujours l'exemple. Hein, comment tu te fais? Moi, je ne fais pas. N'importe quel pays pourrait n'importe où, et se targuer d'avoir le même droit, etc., de faire arrêter dans un pays ami un journaliste qui aurait fait un simple travail d'investigation, parce que le journal d'investigation est criminalisé, et que c'est fait de façon extraterritoriale. Ce qui est totalement contraire au droit international. Qui est complètement... L'extraterritorialité n'est pas un concept, et je me bagarre. Alors s'il y a un truc, je dis je ne suis pas avocat, etc., mais alors il ne faut plus me la jouer, parce que la force des trucs... Il y a une citation chinoise, le poisson ne connaît pas la véritable nature de l'eau. Et à un moment donné, je pense qu'il y a même les professionnels comme ça, ils perdent un peu la boussole. L'idée qu'une loi américaine puisse s'appliquer ici, en France, elle est absurde. Sauf dans le cas où la France passe un accord et dit effectivement, mais ça s'appelle un accord bilatéral, c'est pas une extraterritorialité. Admettons que l'extraterritorialité ait un sens juridique. Comment Julian Assange pouvait savoir que la loi de 1917 avait un caractère extraterritorial, puisque les Américains l'ont décidé après que Julian Assange ait commis le crime? C'est comme ça que ça marche maintenant? Toi, tu es là dans ton coin, de l'autre côté de l'Atlantique, tu fais plein de trucs comme ça, tu fais des galipettes, tu machin, tu mets ta vie, tu es heureux. Et moi, d'un seul coup, je dis, au fait, j'ai oublié de te dire que tu vois cette loi-là, laquelle? Parce que nul est censé ignorer la loi, même l'américaine maintenant. Tu as la française puis l'américaine. Celle-là, là, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle s'applique à toi. Depuis quand? Maintenant. Mais ce qu'on me reproche, c'était avant. Pas grave. Elle s'applique quand même maintenant à toi. Parce que la loi elle n'avait pas de caractère extraterritorial. Jusqu'où l'absurdité va. Maintenant, ça c'est la version civilisée. Il y a l'autre qui dit, j'en ai rien à foutre, je sors ça comme je veux, et j'applique l'extraterritorialité. Tu pourrais me dire, mais de quoi tu te mêles? Depuis quand une loi américaine? Et lesquelles? Non seulement c'est lesquelles, mais regarde que les Américains, ils refusent. Ils ont déjà annoncé qu'Assange ne bénéficiait pas de la protection du premier amendement des journalistes. Pourquoi? Disent-ils.
Pourquoi Assange? Parce qu'il n'est pas américain. Attends, il n'est pas américain, donc il ne bénéficie pas de le premier amendement de la Constitution, mais il est concerné par la loi de 1917 espionnage De façon rétroactive. de façon rétroactive et extraterritoriale. C'est un show de théâtre, il n'y a rien. Et la complicité qu'il faut avoir, ou l'aveuglement, la quantité d'angles morts, les mecs, il n'y a même pas d'angles morts, ils n'ont même pas de rétroviseur là en ce moment, les journalistes. C'est même pas des angles morts, ils sont éblouis par les phares, ils sont de l'autre côté du truc. La complicité dans le système, l'appareil judiciaire britannique, parce que les Britanniques auraient pu dire aux Américains non. Et récemment, Ce qui me fait dire, pardon, et je finis là-dessus, parce que autre idée importante, la menace existentielle, s'il te plaît, pas l'oublier. L'autre, ce n'est pas une extradition, c'est un enlèvement déguisé, avec un vernis juridique. C'est l'équivalent juridique, civilisé, britannique, empire américain, devant les caméras quand même un peu, puisque les gens regardent, mais c'est l'équivalent de lui mettre une cagoule sur la tête, le balancer dans un coffre et l'emmener dans un terrain vague. J'ai dit une fois et ça fait rire les gens, donc je continue, je suis pas très sûr que ce soit drôle, mais c'est l'équivalent de quand on jouait à la dinette quand on était petit. On se prenait au sérieux, on se regardait, on faisait semblant de manger. C'était un des trucs en plastique, c'était pas un vrai cuisinière, c'était une petite boîte en plastique. Et ils sont tous là en train de, avec leur père, comme s'ils étaient en train de faire de la justice. Ils sont en train de jouer la dinette judiciaire. C'est pas possible autrement. C'est pas possible que tous ces éléments-là dont je parle puissent être comme ça transgressés, violés, inconsidérés. Admettons que je me trompe. Admettons que je me trompe. Mon problème, il est le suivant, c'est que personne ne m'a contredit jusqu'à présent. Aucun journaliste n'a été capable de me contredire. Lui, c'est juste des bou. Et j'ai eu une conversation avec un avocat, ses cheveux sont dressés sur la tête quand je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Je ne parle même pas de l'affaire suédoise. Ça fait des années que je bosse sur l'extraterritorialité, enfin que je bosse. Pas non plus un grand mot comme ça, mais que je suis, j'étudie, j'ai écrit un bouquin dessus. On avait parlé dans le cas de Cuba aussi. Voilà, l'extraterritorialité. Je connais les poids intellectuels. J'ai entendu des Cubains me dire en France, oui, on ne peut rien à cause de l'extraterritorialité de loi américaine, et les bras m'en tombent. L'extraterritorialité n'a pas de caractère légal. C'est une décision politique. Je décide de te punir et que je prends comme justificatif cette loi. S'il n'y a pas de volonté politique en face de dire, mais même pas d'envoyer balader, simplement de dire, pardon, que ça, déjà. Mais les Américains, pour appliquer les lois extraterritoriales économiques, utilisent les fameuses mesures qui ont été lancées par la loi Helms-Burton de 1996 contre Cuba, c'est que si la maison mère d'une telle banque française ne veut pas payer ce qu'ils appellent une amende pour une affaire, un business en Téhéran, avec lequel il n'y a pas d'embargo entre la France, ils ont le droit de s'en prendre aux filiales aux États-Unis ou d'interdire la banque d'exercer aux États-Unis, ce qui serait une perte monumentale et gigantesque. D'accord ? Donc c'est un chantage en fait. Comme ce n'est pas une extradition, mais un enlèvement déguisé, ce n'est pas une amende, l'extraterritorialité. Ce ne sont pas des amendes, c'est des extorsions de fonds. Fait de façon polie, avec un vernis d'extraterritorialité. Mais c'est l'équivalent d'une extorsion de fonds. Où tu me donnes 1 milliard, ou je fais raquer tes enfants aux États-Unis 10 milliards. Donc tu choisis ça, 10, 1, 10, 1, 10, lequel tu préfères. C'est ça. Il n'y a pas de base juridique. La preuve, c'est que ça ne passe jamais devant un juge. C'est le rapport de force. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de juge concerné. Il n'y a pas de compte-rendu. Ce sont des fonctionnaires de l'OFAC, the Office of Foreign Asset Control, qui se pointent dans une banque, leur envoient une lettre et disent « Payez-nous 1 milliard, sinon nous faisons raquer 10 milliards. » Où est le juge dans cette affaire? Il n'y en a pas, parce que ce n'est pas une amende. Les éléments de langage. Donc tout. Alors comment ils font pour Assange? Assange c'est un peu particulier, parce qu'il n'y a pas de famille, si tu veux. Alors mais ça c'est parce que maintenant le pli est en pris. Comme 2 instruments qui se mettent en vibration à distance, à un moment donné, ils se mettent en diapason. L'impérialisme britannique, l'impérialisme américain,
la plus grande menace existentielle du moment. Ils entrent en résonance. Ils entrent en résonance, on est d'accord. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, c'est le père Shipton, qui m'a dit, mais les Britanniques sont encore plus cruels dans cette affaire que ce que les demandent les Américains. Ils vont au-delà des desiderata du maître américain. Parce que n'oublie pas que ça a été un empire, n'oublie pas qu'ils ont été cruels. Il y a des fonds, ces gens-là, les Lady Arbuthnot, qui président le vrai procès Assange. Pas Vanessa Barretzer, cette gonzesse là, il n'y avait aucune photo sur internet, elle n'était même pas juge, elle était magistrate. On a mis du temps à comprendre. Ils ont été carrément maîtres devant les caméras. C'est les marionnettes dans lesquelles une chaussette là. Vanessa Barretzer, tout le monde l'appelait juge. La vraie juge, elle était dans les coulisses pour pas se faire voir. Lady Arbuthnot, dont le mari et le fils ont été dénoncés par WikiLeaks. Comment tu peux faire plus conflit d'intérêt que ça? T'imagines comme c'est passé comme une lettre à la poste? Et c'est un informaticien à la retraite qui est obligé de sonner les télés. Il n'y a pas un seul journaliste qui fait. D'ailleurs, il y a un moment aussi où je crois qu'elle avait les conclusions déjà dans son ordinateur. Ça, c'était Vanessa Barretzer. Vanessa Barretzer, c'est comme ça qu'elle se comportait. D'après les journalistes comme John Pilger, ça fait partie de la torture psychologique. Le montrer à l'accusé que tout ce qui pourrait dire n'a aucune importance. Ça ne changera pas les conclusions de Non, ça ne changera rien. Il y a une façon élégante de lui insuffler un sentiment d'impuissance supplémentaire. Et Vanessa Barretzer, d'ailleurs, a été nommée juge après le procès Assange. Ce qui prouve qu'elle n'était pas avant. Tu parlais tout à l'heure du rôle des médias. Pardon, et donc l'Arbuthnot, encore, Lady Arbuthnot. Le conflit d'intérêt est tel, le système semble verrouillé à tel point que l'idée même que Julian Assange est en train d'être jugé par des juges impartiaux est idiot. La vraie image qu'il faut avoir dans la tête, menace existentielle, répression féroce, tentative d'enlèvement à un juge, il a été pris dans les mâchoires de l'ennemi qu'il a dénoncé. On est clair là-dessus? Julian Assange n'a aucune chance parce qu'il vient d'être coincé par ceux-là même qu'il visait et ceux-là même qui le haïssaient. Il serait dans un tribunal en Italie, il serait dans un tribunal au Botswana, il n'aurait pas passé plus de 3 jours en prison, si même il en avait passé. Il s'en est pris aux empires, et pas qu'américains, mais le jour où le marteau est tombé dessus, il était à Londres, et s'il y a un endroit où il ne fallait pas être dans un combat anti-impérialiste, c'est ni à Washington, ni à Londres. L'Empire s'est réveillé, l'Empire britannique s'est réveillé juste le temps de faire payer à ce coulis de l'information qui a nargué l'Empire. C'est l'équivalent idéologique d'une guerre des boxeurs, de guerre de l'opium, la machine s'est remise en route juste pour lui. C'est comme dans le bon vieux temps. Mais on n'a pas envoyé des galions contre l'Espagne, on n'a pas... Tu comprends ce que je veux dire? Dans ma tête à moi, je le vois comme ça. L'Empire, c'est les lords, les machins, un truc. Et c'est lui qui en est la victime expiatoire de l'Empire qui s'est remis en marche. La haine. Alors, bien sûr, Victor, t'es lyrique, tu racontes n'importe quoi. Excusez-moi. Parenthèse, j'insiste là-dessus, parce que c'est les détails qui tuent. Parce que moi, mes conclusions, à la limite, si vous voulez, jetez-les à la poubelle, bon, fiche-moi. Mais les détails qui tuent. Julian Assange, à chaque apparition dans une audience, est de plus en plus mal en point. On démarre, il ne se souvient pas de sa date de naissance. Dernière apparition, l'appel en question, où il fait une mini-attaque AVC. Ok. Situation, il est en préventif, au bon soin du système carcéral britannique. Aucun juge ne se pose la question, qu'est-ce qu'il est arrivé à l'accusé? On n'est pas dans un cas de comparution immédiate de 2 mecs qui se sont battus dans la rue, on est d'accord, qui arriveraient avec la tête couverte de pansements. Vrai? Bon, ok. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un seul juge qui lève un sourcil en disant « mais c'est quoi l'état dans lequel vous m'emmenez l'accusé? Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à parler? Pourquoi il ne se souvient pas de son nom, sa date de naissance? Pourquoi il fait une mini-attaque? Il fait une mini-attaque en WC, la séance n'est même pas interrompue. Dans quel état d'esprit faut-il être pour être aveugle à ça?
C'est à partir de ça, ce détail concret, que je pars dans mon délire empire. C'est pas le contraire, je suis pas en train de m'en prendre l'empire, regarde. Non, non. C'est parce que ce détail-là m'a fait réfléchir. Mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Quel doit être l'esprit de ces hommes perruqués, là, machin truc, pour qu'un gars, il ne le voit même pas, parce que je suis persuadé. Enfin, je me demande s'ils sont là en train de ricaner intérieurement, ou c'est juste que ça leur échappe. Un peu comme tu lis les vieux numéros d'illustration au truc, il n'y a pas si longtemps comme ça. Ils mettaient des noirs dans des zoos et il y avait des gens très bien habillés comme ça qui ils se faisaient prendre en photo. J'ai vu ça récemment, j'ai dit putain, c'est pas si vieux que ça que nous faisions ça ici en Occident. Et il y a quelque chose de cette teneur dans l'affaire Assange, je trouve. Et c'est lui qui est évidemment le mec dans la cage, etc. Le mec, il voit même pas. Si ça se trouve, ils sont persuadés qu'ils sont en train de... Oui, ils ont tellement intégré cette... Mais ils ont tellement intégré qui il est. Je pense que Ben Laden, il l'aurait mieux traité que lui. Et d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Pinochet, qui était mort responsable de crimes de sang, de crimes contre l'humanité, accusé d'eux. Lui, il a été mis dans un hôtel 4 étoiles, soigné, et ils l'ont renvoyé chez lui à cause de son état de santé. Ils n'ont pas laissé les Espagnols faire appel. Ils ont dit, ah, tu peux rentrer chez toi, t'es un salaud, t'es un assassin, mais t'es pas en bonne santé, donc tu peux rentrer chez toi. On va bientôt conclure, donc est-ce qu'il y a un espoir qui reste? En tout cas, il y a quelques mois, il y a des journaux comme Le Monde et d'autres gros quotidiens européens qui ont fait les partenaires de Wikileaks qui ont fait un éditorial, un article commun. Pour dire que c'était allé peut-être un peu trop loin et qu'il fallait maintenant libérer Assange. Alors, qu'est-ce que oui, ça c'est ce que j'appelle des mesures service minimum pour être sur la photo au cas où. C'est-à-dire que si jamais il peut sortir, ils pourront s'en vanter d'eux. S'ils veulent me faire croire que c'est ça qui sauvera Assange, il faut encore une fois le rôle de la presse. Alors ça fait 10 ans qu'il l'enfonce en fait. Ça fait 10 ans qu'il l'enfonce et d'un seul coup, à la limite, c'est l'opinion publique, hein, c'est pas l'opinion des journalistes qui sauvera Julian Assange, c'est l'opinion publique et ils ont tout fait pour que l'opinion s'y intéresse pas. Alors de temps en temps, mais même cet article-là dont tu parles, il faisait 5 paragraphes, il y avait 4 contre-vérités dedans. Donc soit c'est une nouvelle génération de journalistes qui connaissaient rien à l'affaire à qui on a passé commande, soit ils continuent sur leur lancée. De dénigrement subtil et indirect de Julian Assange et de la cause. Le paradoxe, il est que il suffirait de pas grand-chose pour sauver Assange. Alors après tout ce que je viens de dire, tu dis mais Victor, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Nous, on ne sauvera pas. Il faudrait qu'on se multiplie par 2 ou 3 peut-être. Mais... Non, mais il suffirait pas grand-chose pour sauver Assange. Par exemple, ce que je dis, enfin, il y a de l'ironie derrière le pas grand-chose, mais imagine qu'un rédacteur en chef du New York Times écrive, non pas un article d'une demi-page, etc., un éditorial qui se résumerait à une phrase encadrée en haut à gauche de la page, l'édition du dimanche, Monsieur le Président Biden, si vous extradez Julian Assange vers les États-Unis, nous considérons que c'est une déclaration de guerre contre la presse. Mais est-ce que ça risque d'arriver? Non, parce que pour ça, il faudrait un peu de courage, un peu d'éthique, un peu de tout ce que tu veux, ce qu'ils n'ont pas. Parce que s'ils l'avaient, ils n'auraient pas, ce ne serait pas moi devant ta caméra, ce ne sera pas derrière ça, et ce ne sera pas cette caméra-là. D'accord? C'est pour ça qu'il y a que l'opinion publique en fait, qui peut mettre la pression. Ça, c'est les avocats d'Assange. C'est un procès politique, purement politique, 100% politique. Les termes de langage, les éléments de langage utilisés autour de cette affaire pour le maquiller doivent être balayés. C'est pas un procès en extradition, c'est une tentative d'enlèvement déguisée. C'est pas un procès, c'est un avertissement aux autres. D'accord? Point barre. S'il n'y a pas de l'espionnage, tout ça, c'est des... Donc l'opinion publique, dans un procès politique, c'est pas moi qui le dis, c'est Gareth Peirce, qui est une des plus grands avocats de défense des droits de l'homme en Angleterre, qui est l'avocat d'Assange, dit, c'est 99% du public et 1% de droit. Le 1% étant le greffier qui signe l'ordre de libération du prisonnier. Hein, c'est ça que ça veut dire, le 1%. C'est pas le juge, c'est pas les audiences, c'est pas les magistrats. L'opinion publique. Et elle se mesure directement. Maintenant, l'arrogance des systèmes, je crois qu'on n'est pas prêt de
d'avoir une influence suffisante. Quand on voit que la prison de Belmarsh peut se permettre de refuser l'entrée à des députés britanniques qui essaient de voir Assange. Hein. Ils n'obtiennent pas l'autorisation de le visiter. Parce que ce n'est pas dans les règlements de la prison. Mais c'est là aussi où il y a une ambiguïté qui joue. Regarde, tout est... Pourquoi il est dans une prison? Il est en préventif dans une prison de haute sécurité, mais il est soumis aux règles et les conditions carcérales des condamnés. Donc il ne peut pas voir ses avocats autant qu'il voudrait, alors il est censé avoir préparé un... Il ne peut pas voir les visiteurs qu'il voudrait, alors qu'il n'est pas condamné, mais il est considéré comme un condamné, très dangereux. Donc seuls ont le droit de le visiter des gens dans une liste préparée longtemps à l'avance, etc., etc. Et les journalistes, par exemple, sont interdits à Belmarsh. Sauf Assange, évidemment. Et ça, ils sont allés le chercher, celui-là. Mais c'est pas un journaliste pour... Oui, c'est peut-être pour ça. C'est un lanceur d'alerte. Bon, ouais, je pense qu'on va s'en tenir là. Est-ce que tu veux qu'on présente les livres Eh bien oui, je pense que si les gens veulent, s'ils ne le connaissent pas encore, c'est très mauvais point pour eux. Ici, c'est un bouquin qui me touche un peu. Bon, à part le fait que je l'ai traduit, mais peu importe. C'est parce qu'en fait, une des caractéristiques de cette affaire, c'est qu'on n'a pas entendu ni vu de photo de Assange depuis qu'il a été arrêté, en fait. Enfin, il y a une photo qui a été volée de lui au cours d'une audience, mais elle a été volée. Hein. Donc celle où on le voit avec la barbe et... Ça, c'est quand il est extrait de l'ambassade. Mais il y a une photo de lui derrière la cage de verre, dans une tribunal, avec Stella Assange lors de l'audience au tribunal. C'est une photo volée. On n'a pas le droit de le prendre en photo. Qui a été volée par des Français qui l'ont volée. Okay. Donc, bravo. Donc, on a décidé, Karen Sharp, l'auteur, a décidé de lui redonner la parole en quelque sorte, c'est-à-dire de compulser dans un livre, pas trop épais, les meilleures citations, et c'est pas des citations, il ne faut pas parler de citations, c'est plutôt des extraits d'interviews. Parce que je vais le montrer, par exemple, toi, c'est des grands paragraphes, c'est pas du phrase qui accroche comme ça pour faire le buzz, c'est des réflexions. Elle a compulsé pendant 1 an, médias, livres, articles, etc., et pris ce qu'elle a conseillé. En plus, ils sont classés par thème, classement thématique, et chaque référence a sa source, super important. Où est-ce que tu peux retrouver la source originale, le bouquin, comment ça s'appelle, l'interview de Julian Assange. Donc ça s'appelle Julian Assange parle, c'est aux maisons d'édition Investigation. Bravo à eux et merci à eux. Voilà, ça c'est un livre que... Pour connaître Julian Assange. Ensuite, il y a quoi? On a l'affaire Assange. Il y a l'affaire Assange dont on a parlé plusieurs fois et du fameux Nils Melzer, qui est l'ancien rapporteur des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements. Un rapporteur des Nations Unies, c'est quelqu'un qui a des moyens, qui a un mandat, qui a une équipe, qui a un budget. Et il a dédié une bonne partie de la fin de son mandat à l'ONU sur cette affaire Assange, tellement il a été outré parce qu'il découvrait au fur et à mesure qu'il creusait. Et pour outrer un rapporteur des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements... Faut aller loin. Et oui, encore une fois, Victor, il a beau monter comme ça sur la table en gueulant avec son mégaphone, etc., sa légitimité. Je dis, attendez, il y a même un rapporteur des Nations Unies qui trouve que ça va pas. Ça tombe pas. J'ai pas rêvé, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai pas rêvé. Et c'est un gars, il faut voir, si vous n'avez pas l'occasion d'acheter le livre, si vous n'aimez pas à lire les livres, je vous invite cordialement à chercher sur Internet les interviews de Nils Melzer, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement succinct, précis. Il a été interviewé par Investigation, d'ailleurs, je crois. Oui, je crois qu'ils ont fait. Il a été alors, la plupart de ses interviews sont en anglais, mais comme il doit parler 5-6 langues, il parle parfaitement le français. Et donc, vous en trouverez de lui en français, notamment sur un site qui s'appelle Swissbox. Je crois qu'ils ont fait une interview de lui assez longue. Et puis, dans Investigation, probablement. Et bref, on en trouve ici et là quelques-uns en français. Malheureusement, la très grande majorité, c'est en allemand ou en anglais. Donc voilà, l'affaire Nils Melzer. Et on a aussi un DVD, le DVD de Hacking Alors le Justice DVD, est-ce que tu as le livre? Tu n'as pas le livre Alors le DVD n'est plus disponible, a été épuisé. Merci les mutins de Pangée. Non, il n'y a plus de DVD. Donc ce DVD Hacking Justice, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était d'abord un documentaire qui s'appelle comme ça, Hacking Justice, qui a été tourné sur 9 ans et qui raconte les déboires judiciaires de Julian Assange jusqu'à le 4 janvier 2021. Donc c'est le seul documentaire que vous aurez l'occasion probablement de voir avec l'affaire racontée
de l'intérieur et du côté de Wikileaks, et c'est extrêmement révélateur. Le documentaire est un peu touffu pour le suivre facilement, mais il vaut la peine. Il y en a beaucoup qui me disent on l'a regardé 2 fois, parce que il y a des infos qui fusent comme ça. Ce documentaire donc a été distribué par les Mutins de Pangée, ça a été un succès en cinéma. Apparemment, j'y connais rien, mais d'après les chiffres, un succès par les temps qui courent. On a fait des dizaines et des dizaines de débats autour dans les salles de cinéma. Il y a eu aussi des dizaines et des dizaines et des dizaines de projections hors circuit commercial, donc circuit militant. Le DVD a été épuisé. L'accompagné, chose rare et fort exceptionnelle des Mutins de Pangée, un livre d'environ 200 pages et quelques d'articles sélectionnés sur Internet pour dresser une idée de ce qu'était l'affaire Assange par différents journalistes, notamment ceux qui suivent l'affaire. Ce livre, donc, en fait, constituait un coffret avec le DVD, ça faisait un ensemble. Le DVD étant épuisé, les Mutins de Pangée ont gardé le livre. Donc le livre circule maintenant avec le nom Hacking Justice et vous donne droit à télécharger gratuitement le film en VOD, cette fois-ci en téléchargement, à partir de leur site. Et est-ce qu'on peut acheter le film sur le site? On peut l'acheter sur les sites Les Mutins. Donc il y a un site, soit lesmutins.org, soit vous allez sur le site dédié qui s'appelle hackingjustice.fr. Et bientôt, on espère pouvoir vous présenter un autre documentaire qui a été tourné, dont j'ai eu l'honneur d'en voir une sorte d'avant-première. On est en train de travailler sur certains aspects techniques de la chose, qui s'appelle Ithaca. Ça a été tourné et produit plutôt par le frère de Julian Assange, qui est un producteur de cinéma, de documentaire, et qui a été tourné caméra sur l'épaule, qui a suivi la famille d'Assange, notamment John Shipton, son père, et Stella Assange, sa femme, dans leur combat quotidien pour tenter de le sauver. C'est un documentaire qui est absolument émouvant, du point de vue humain, du point de vue intellectuel aussi. On voit quand même que c'est notamment John, le père de Julian Assange, c'est quand même un monsieur qui a... L'idée m'est venue ce matin, donc, qui a un dictionnaire à la place du cerveau. C'est quelqu'un qui a une culture, une encyclopédie à la place du cerveau. Ok, merci beaucoup Victor. Et n'hésitez pas à acheter les livres ou à regarder les films si vous voulez aller plus loin. Ou à organiser des soirées, ou des événements publics. Soirées, parce que alors je peux faire ma propre pub. Viendra avec plaisir pour vous. J'ai la rage de cette affaire, donc je vous le dis. Non, mais j'ai pris ma retraite. Tu sais que j'ai avancé la date de retraite exprès pour pouvoir consacrer du temps à Assange. J'ai dit pour 1 an de plus pour ma retraite. C'est dire à quel point tu t'es impliqué sur le sujet, quoi. Non, c'est dire à quel point les autres ne sont pas. Aussi. Je suis rentré dans une pièce quasi vide. Hein. Je ne serais pas là si c'était... Mais l'enjeu est suffisamment important, et c'est pas moi qui le dis, je vois bien qui tourne. Je répète, il est défendu par toutes les ONG de la planète. Ils ne seraient pas tous en train de le défendre à cause... Rassurez-vous, c'est pas à cause de mes interviews il y a d'autres gens qui le voient aussi. Et on a un sérieux problème de filtre entre la presse qui ne veut pas faire son travail sur l'affaire Assange. Disons-le clairement. Donc moi, j'ai dit et promis que j'irai chercher les gens avec les dents où il faut. Les médias, les réseaux sociaux nous censurent. L'affaire Assange fait l'objet d'une censure passive, que ce soit Facebook ou Twitter, etc. Donc on ne compte pas là-dessus. Les quelques vidéos qu'on a réussi à faire ont été rapidement retirées. Alors d'autres ont plus de chance que moi, c'est peut-être lié à mon profil, j'en sais rien. Par contre, si vous êtes membre d'une organisation, si vous voulez organiser une soirée, avec ou sans la projection du documentaire, peu importe, où que ce soit en France, je suis disponible, et si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre du comité de solidarité avec Assange. Si vous êtes dans la région parisienne, je suis même prêt à venir chez vous si vous avez des amis, un salon, comme je dis. Et mine de rien, et je ne sous-estime pas du tout l'impact, chaque fois que ça s'est passé, il y a eu des impacts plus larges qui se sont produits à cause de l'ambiance. Si vous n'êtes pas dans la région proche parisienne et que je ne peux pas me déplacer dans votre salon, je peux le faire, et on peut le faire par Zoom, dans votre salon, même si vous êtes à l'autre bout de la France. Donc vous recueillez 3-4 personnes qui s'intéressent à l'affaire, on va vous expliquer ça, vous nous dites combien de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend jusqu'où vous voulez rentrer dans le détail, et on peut le faire. Parfait. Donc vous n'avez plus d'excuses en fait, c'est ça que ça veut dire, vous n'avez plus d'excuses. L'appel est lancé. Eh bien merci beaucoup et à bientôt. Alors. Ben, merci à vous. Hein. Salut.